Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index monté, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Eh ben, on est déjà en live, les invités viennent de s'asseoir il y a quelques secondes. Deuxième émission d'En coulisses, dédiée à la stratégie de campagne, avec 3 invités de marque. Est-ce que vous voulez bien, chacune et chacun, vous présenter? Est-ce que Athé, tu veux démarrer? Bah vas-y, du coup moi c'est Athé, j'ai 24 ans, je suis étudiante en droit et je suis l'ancienne présidente du parti politique Allons Enfants et élue dans le 8e arrondissement de Paris. Et tête de liste à l'époque? Et du coup élue, oui, parce que j'étais la tête de liste d'Anne Hidalgo. Ok. Baptiste? Je vais passer pour plus vieux là. 36 ans, Baptiste Fournier, j'ai été directeur de campagne de Villani entre autres, quelques passages en cabinet ministériel notamment, et j'ai fondé le cabinet de conseil Virtus Influence. Et Antoine Laurent, bonjour à tout le monde. Moi, dans mon parcours politique, j'étais directeur de campagne au régional l'an dernier dans les Pays de la Loire pour les écolos, avec Mathieu Orphelin. J'étais là dans l'équipe de Yannick Jadot à la direction du pôle argument. Et avant, j'étais à l'Assemblée nationale avec Mathieu Orphelin aussi. Voilà. Donc on a un plateau un petit peu coloré politiquement ce soir, mais j'essaierai de contrebalancer, promis. Je vous lance une première question, vous en faites ce que vous voulez, très généraliste. Yes. Mais globalement, quel était votre sentiment sur cette présidentielle? Après, on rentrera peut-être plus en détail sur la strate de campagne. Mais globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Place aux acteurs ou aux observateurs? Comme vous voulez. C'est vous Moi, qui faut que décidez. je bois un coup pour récupérer Pour de la assimiler présidentielle. encore la campagne en cours de digestion. Je sens que t'en as envie, Baptiste. Non, mais on a une campagne très particulière, assez inédite dans la manière dont elle s'est exécutée, parce qu'elle venait dans la foulée de plusieurs crises. Crise du Covid d'une part, crise ukrainienne d'autre part, celle-là totalement imprévisible et imprévue au moment de cette campagne présidentielle, avec une campagne qui a mis beaucoup de temps à démarrer, et inédite parce qu'en fait elle a vu pour la première fois depuis très longtemps, au second tour, les 2 mêmes acteurs que celle qui lui avait précédé, et inédite aussi parce que le président a été réélu alors que sous le format quinquennal, ça ne s'était jamais produit. Sur l'aspect programmatique, hélas, j'ai la sensation qu'on a eu très peu de débats de tranchées, voire qu'il n'y en a pas eu. On verra ce que dans les législatives, peut-être qu'on va y revenir et que ce sera, entre guillemets, ce fameux 3e tour. Donc on a un président réélu, dont on voit aussi tout de suite certaines difficultés dans sa capacité à trancher une ligne politique qui n'a elle-même pas été tranchée par les électeurs. Et c'est ce qui doit peut-être nous amener à réfléchir sur le plus long terme, sur la durée du mandat présidentiel, sur la place du Parlement, et aussi sur le travail que fournissent et qu'effectuent les différents partis politiques aujourd'hui, et notamment les partis politiques traditionnels, dont on a vu, pour finir, une PSisation de LR à l'occasion de cette élection, c'est-à-dire que c'est l'effondrement du 2e bloc de partis de gouvernement de la 5e, ce qui marque quand même un tournant majeur, et mine de rien, même s'il ne finit qu'à 8%, l'émergence aussi peut-être d'une nouvelle force politique, qui est celle d'Éric Zemmour. Vous en pensez quoi de l'analyse du professeur Fournier? Moi c'était le plus rapide, en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de campagne. Enfin, Okay. Moi je ne me suis pas sentie en période de campagne présidentielle. Là, cette année, j'ai pas l'impression qu'on a vécu une élection. Là, avec législative un petit peu, je le sens un peu plus. Mais moi qui suis plutôt très sensible et engagée dans la vie politique, je n'ai pas senti la campagne. J'ai pas l'impression qu'elle est passée. On a eu un président réélu, je suis désolée, qui n'a pas fait campagne. Enfin, il était à moitié présent sur les débats. Qui a même empêché la campagne. Peut-être, probablement, mais du coup j'ai l'impression que ça a tué la campagne, où il y a plusieurs candidats et candidates qui se sont juste enlisés, on voyait un enlisement plus qu'autre chose, et ça ne démarrait pas, et je ne suis même pas sûre qu'en fait ça ait vraiment démarré à un moment donné. Et on le voit avec le taux d'abstention, il n'y a pas eu de mobilisation, on n'a pas l'impression d'avoir fait une campagne, et peut-être aussi parce que les gens avaient l'impression que les dés étaient joués. À quoi ça servait en fait de faire une campagne? On savait déjà comment ça allait finir, en tout cas c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup, on sait déjà comment ça va se passer, Macron-Le Pen, Macron va être réélu, on l'a entendu 100 fois, et le pire peut-être dans tout ça c'est que ça s'est vraiment produit en fait, donc les gens avaient plus ou moins raison de ne pas se mobiliser, on peut se demander en tout cas.
Je sais pas ce que tu en penses, mais toi qui étais dedans, qui avait le pied dedans. Je vais essayer de prendre une posture d'observateur, parce qu'évidemment, quand on est dans un camp, on observe les autres. Et le paysage d'ensemble, je pense que déjà, c'est important de prendre un peu de recul sur où s'inscrivait cette campagne dans la chronologie politique, et notamment cette machine à broyer de l'atonie démocratique qu'on vit depuis plusieurs années avec l'abstention qui augmente. Alors on savait que sur la présidentielle, l'abstention, elle reste assez limitée historiquement, il y a une participation assez stable. Là, c'était dans la fourchette basse, mais ce n'était pas du tout un record d'abstention. Mais par contre, il y a depuis longtemps une désaffection et un manque de confiance à l'égard du monde politique. Et on est rentré dans cette campagne, moi personnellement, effectivement quand même avec la crainte qu'il y ait ce désintérêt et que d'un autre côté, la polarisation qu'on a constatée déjà depuis quelques années créait des clivages hyper francs, hyper rudes, très abrupts, avec une campagne électrique qui est presque sanglante. Ça, moi, c'était une crainte qu'on avait et on a essayé de préparer ça. Et au final, en fait, tout ce qui normalement fait une bonne campagne présidentielle, les débats de fond, quelques candidats qui arrivent à imposer dans le débat des nouvelles idées sur lesquelles tout le monde tourne autour pour essayer de tirer son bénéfice. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on s'est un peu tapé dessus pendant des mois, le temps que Macron se décide à faire campagne, lui, et qu'on ait un espace de débat à peu près correct, que je crois d'ailleurs on n'a jamais vraiment eu, parce qu'il a court-circuité tous les débats. Et donc ce côté électrique qui a été très perceptible à gauche notamment, mais on voit bien que pareil, entre Zemmour et Le Pen, ça a été ils se sont tapés dessus. Macron était absent du débat. Et donc je crois qu'il y avait une pauvreté généralisée qui fait que l'offre politique, aux yeux des électeurs, était assez illisible. D'où cette indécision qui a duré très longtemps, avec une indécision au-delà des 30% les quelques jours avant le scrutin. Et cette aspiration qu'avec Jean-Luc Mélenchon, à la fin, il a réussi à aspirer tous les indécis. Ça a rendu la campagne assez compliquée, quoi, pour être honnête. Et en termes si on rentre directement dans le vif du sujet, la stratégie de campagne, qu'est-ce qui vous a marqué sur cette campagne en termes de stratégie? Est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport à 2017, des évolutions notoires? Est-ce qu'il y a des candidats qui ont adopté des stratégies bonnes, des stratégies mauvaises? Qu'est-ce qui vous a interpellé en termes de stratégie de campagne électorale? Il y a 2 points. Il y a quand même l'élément Zemmour qui est venu perturber un peu le champ politique, avec une campagne qui a essayé de se calquer dans un premier temps, je crois, sur celle d'Emmanuel Macron, disruptive sur ses thèmes, disruptive sur sa méthode, mais qui néanmoins a pâti de 2 choses. D'une part, l'absence, mine de rien, de parti politique, d'une part. L'autre, à l'inverse de Macron en 2017, qui avait réussi. En fait, on pourrait essayer de faire un peu l'homothétie entre le grand remplacement, d'une certaine manière, et le monde d'avant, le monde d'après, l'ancien monde, le vieux monde, et le ni droite ni gauche. Le sujet, c'est qu'il n'a pas, en fait, à la fin des fins, Zemmour, travaillé sur des électorats. Je pense qu'il y a eu une absence de travail sur la stratégie électorale. Comment, aujourd'hui, est constitué l'électorat français. Macron avait très bien saisi qu'il y avait une autre attente de la part des électeurs, et il y a répondu. Zemmour est venu d'une forme de fantasme, du rassemblement des droites, qui est une vieille ancienne de beaucoup d'idéologues, mais qui, je crois, en fait, ne peut pas se traduire dans la réalité électorale pour tout un tas de raisons. Et en emmenant ce débat de la droite unie, mais aussi du grand remplacement, il est allé au bout d'aucune des 2 démarches. Sur le grand remplacement, il est resté sur un prisme purement ethnique et racial, quand il aurait pu peut-être essayer de le développer sous un aspect social, territorial et autres. Il n'est pas allé au bout de la démarche au niveau de la pensée. Sur l'aspect de la droite, il y a eu quelques ralliements ici et là, mais au moment où s'est créé une forme un peu d'engouement, où il était à 14-15%, il n'a pas réussi à plier le match. Ce qui me rappelle une autre campagne que j'ai menée personnellement. Après, sur les gauches, en fait, et même par rapport à Le Pen, Macron ou Mélenchon, c'est les vieux briscards qui l'ont emporté, parce que je pense qu'ils ont l'expérience aussi de ce que sont les campagnes électorales ces dernières années, et le temps long que ça nécessite, et à la fin des fins, en fait, de savoir accélérer dans la dernière ligne droite, où on sait que par rapport à l'électorat, en effet, il y a un sujet de désaffiliation des électeurs. Néanmoins, quand ils participent et qu'ils participent activement, par contre, un des faits majeurs, c'est qu'ils prennent leurs décisions le plus tard possible, et qu'il faut plier le match dans les derniers jours. C'est aussi pour ça que Macron a retardé énormément, en disant que les Français étaient rentrés très très tard
Déjà aux européennes, ça avait été perceptible, il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Et là, je pense que quand on l'observera au niveau des présidentielles, on le verra encore plus. Moi, je trouve qu'il y a... Enfin, celui qui m'a vraiment bluffé, c'est Mélenchon quand même. Il a été excellent. Enfin, disons, il a été très, 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 très fort. On savait qu'il était fort, qu'il savait parler aux jeunes, qu'il savait faire sa com. Mais là, tous ces meetings, honnêtement, étaient super. C'était super bien organisé, ça fonctionnait. Et là, ne serait-ce que la façon dont il a rebondi pour les législatives, enfin, le coup de Mélenchon Premier ministre, on ne l'avait jamais vu. Personne ne pouvait même y penser. Je pense, on n'aurait même pas pu y penser tellement c'est gros. Et ça marche, en fait. Ça marche, c'est incroyable. Le mec n'a pas été élu, il n'est même pas passé au second tour. Et là, actuellement, on a une campagne législative en disant, mais en fait, si, Premier ministre. Et c'est comme ça qu'il arrive à porter en plus derrière lui toute l'Union. Mais c'est génial, honnêtement. C'est une séquence politique qui est inédite dans le paysage français. On n'avait jamais eu des coups un peu de... En fait, on est sur une com marketing vis-à-vis d'une stratégie électorale. Bon, dans les faits, on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'on ne peut pas parler de Premier ministre. Mais pour les gens qui n'ont jamais lu la Constitution, c'est-à-dire, je pense, les 3/4 des Françaises et des Français, ben, en fait, ça fonctionne. C'est comme de la com marketing. Et là-dessus, il a été très, très, très fort. Et je pense que c'est là-dessus qu'on... Enfin, en tout cas, prendre des notes sur ce qu'il a fait, pourquoi ça a marché, et pouvoir voir comment la suite... essayer de continuer un petit peu là-dessus. Mais honnêtement, il a été très bien conseillé par rapport à d'autres, je trouve. Et là-dessus, c'était pas bien. C'est un tacle pour Antoine? Non, bah non, mais bon, bon, je parle de l'Union en général. Ah non, mais oui, j'ai très bonne analyse. Je sais pas ce que t'en penses, mais honnêtement, l'idée de la séquence, elle est... Et le gros changement par rapport à 2017, c'est que là où c'est lui calqué sur Macron, c'est qu'en fait, il a segmenté son électorat. Il a été beaucoup plus vulgairement clientéliste, comme Macron l'avait été en 2017, à segmenter médiatiquement et politiquement ses électorats et adresser les messages que les électorats voulaient entendre. Ça a été sa force. Il a ramassé l'ensemble à la fin parce que intellectuellement et par l'expérience, il a une cohérence d'ensemble qui est beaucoup plus forte que les autres. Il y a une colonne. Après, sur les législatives, ouais, là, ça relève vraiment du petit coup de génie politique. Il parlementarise l'élection parlementaire. Donc c'est assez intéressant d'une certaine manière. C'est plutôt louable et honorable d'ailleurs. Hein, c'est honorable, et ça, c'est honorable, ça fait du bien à la 5e parce République. qu'il rappelle aussi, avec ce message du Premier ministre, que le Parlement peut avoir une place dès lors qu'en fait, on la politise. Et il la repolitise. Et c'est extrêmement intéressant parce que même si peut-être qu'on pourrait avoir un débat constitutionnel, néanmoins, ce qu'il dit n'est pas non plus faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend le lead, non mais à partir du moment où il prend le lead, et que ce lead trouve un débouché politique avec la NUPES, ou la NUP, ou la NUPS, ou bref, on va dire NUPES ce soir, il, de fait, s'impose comme potentiel Premier ministre. Et donc, il répond d'une part quand même à une attente généralement de l'électorat, c'est-à-dire d'avoir la lisibilité grâce à la personnification que lui incarne, et d'autre part, il redonne aussi une forme de place au Parlement, surtout avec les deux quinquennats passés, et vraiment je mets les deux, parce qu'il y a eu l'effet Macron par rapport à En Marche, mais le quinquennat 2012-2017 de ce point de vue-là était aussi un bon exemple de chambre d'enregistrement, mais avec justement un Parlement atone, dans une culture politique française, pour le coup, qui ne l'était pas par le passé, sur les 2 derniers siècles. Donc c'est assez intéressant, et on va voir si ça se traduit en participation, parce que je pense que sur les législatives, si on en vient un peu aux législatives, le sujet et le biais, ça va vraiment être la participation. Là, réellement, sur la capacité à mobiliser les électorats. Et là, ça peut changer du tout au tout. Mais je pense que même sur la mobilisation de campagne, peut-être que tu pourras en parler, mais je trouve que ça fonctionne. La machine est rodée. Hein. Ouais, ça fait 15 ans qu'ils ont préparé le plan d'attaque. C'est sûr que c'est une machine de guerre que les écologistes sont incapables de prétendre d'avoir, et d'ailleurs ils ne le prétendent pas, ils sont lucides. Déjà c'est un fonctionnement complètement différent, et les filles, tout est organisé autour de l'équipe nationale qui est représentée au Parlement avec Mélenchon en lead. L'élection présidentielle est vraiment le gros événement de ce parti, alors que ELV par exemple et les quelques autres partis satellitaires sont beaucoup plus dans une logique d'agrégation des différentes forces sur les élections intermédiaires. Et après, alors, moi j'ai une petite divergence, je pense, sur la stratégie électorale de Mélenchon, et je pense que c'est ce qui fait son plafond de verre, justement. C'est qu'il n'a pas cette capacité d'élargir son spectre électoral. Mais par contre, ça, je suis entièrement d'accord. Ouais, et donc c'est vrai qu'il a réussi à segmenter ce que fait n'importe quel stratège intelligent quand il fait une campagne électorale, et c'est vrai que c'est un peu le seul à l'avoir fait, tel que Macron avait réussi à le faire aussi en 2017. Mais je pense que oui, il a une ligne qui est clairement beaucoup trop... Enfin, il y a un truc de Sevipov qui est sorti après la présidentielle qui montrait la répartition
avec leur outil de boussole politique là. Et on voyait que l'électorat à Mélenchon était très très proche de lui et qu'il n'avait pas réussi à élargir, notamment d'aller chercher au-delà de l'électorat de gauche de base, voire même d'aller gratter un peu plus chez les abstentionnistes. La question qui peut se poser, c'est ce qu'il en a envie. Oui. Oui, je sais pas. Fondamentalement. Oui, ce qui se pense. Ouais, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment possible? Parce qu'en fait, il répète la même erreur qu'en 2017. Il veut tuer Hamon, il veut tuer le PS. Ouais. Pour Il a réussi, là, c'est bon. Pour des raisons qui prendraient tout un débat entre nous. Et là, il veut tuer les communistes, il veut tuer les écolos, entre guillemets. Et en fait, il y arrive a posteriori, à la différence de 2017, avec la législative, en fait. On verra pour combien de temps. Mais oui, en effet, il n'arrive pas à s'ouvrir. Il est dans une bataille et culturelle et une bataille politique, mais là qui relève de 40 ans de vie politique de la gauche. Après, il mobilise quand même des gens qui n'étaient plus mobilisés. Hier, je suis allée à un événement de campagne du candidat de ma circo, de la première circo, du coup du candidat de NUPES. Et en fait, ce qui m'a vraiment surprise, c'est que je m'attendais déjà à reconnaître tout le monde, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont déjà engagés dans plusieurs parties de la circo. Et en fait, je ne reconnaissais quasiment personne. Et quand tu discutes avec les gens, je me suis engagée il y a 3 semaines. Je me suis machin, en fait, j'ai vu un tweet et je me suis dit, putain, ils ont enfin fait l'union. Je me suis dit, vas-y, je vais les aider. Et ça m'a vraiment marqué. C'est rare, en tout cas, que j'arrive avec des gens où la majorité n'était des fois pas forcément encartée. Il y en a plein qui me disaient, non, je suis pas LFI, je suis sympathisant, j'ai soutenu Mélenchon pour les présidentielles, mais je ne suis pas encartée. Je sais même pas comment ça fonctionne chez eux. Mais là, j'avais envie de faire cette campagne. Et ça aussi, je trouve ça beau. Mais après, là, du coup, il n'y a pas que Mélenchon, mais qui leur donnait un petit peu d'espoir, je pense, auprès de tous les électeurs et électrices qui n'y croyaient plus du tout au niveau de la gauche, qui la voyaient trop segmentée en fait, qui voyaient que les guerres d'ego, que les histoires partisanes. Et là du coup c'est un peu grâce à tous les responsables de gauche qu'on a eu cette union. Et j'espère en tout cas que ça va pouvoir continuer sur le long terme, d'avoir ces gens qui avaient un peu perdu la foi en politique, qui commencent à se dire peut-être que finalement les idées et les valeurs, ça peut encore parler aux gens, ça peut encore parler à ces gens en politique, qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Donc c'est surtout l'après-législative, parce que bon, l'accord de base, il est quand même fait pour un peu tout le monde sauf ses fesses, entre guillemets. Donc ça, oui, il y a les valeurs de gauche qui ont primé, mais on n'est pas non plus complètement tous idiots et idiotes ici de savoir comment ça s'est fait, et que les sortants, ils ont sauvé leur siège. ELV, on a gagné plein. Enfin voilà, chacun un petit peu a récupéré Ils ça. n'en ont pas perdu trop. En tout cas, ils ne pouvaient pas en perdre. Ça, c'est l'avantage, tu vois. Non, par rapport à leurs ambitions initiales, disons qu'ils ont sauvé les meubles. Mais comme le PS, comme tout le monde en fait. Tout le monde a un petit peu sauvé. Et le problème, c'est que du coup, on n'a pas eu la diversité de profils peut-être qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on a des valeurs, on les promeut, et on n'a pas forcément la diversité qui suit. de terrain, il y en a beaucoup qui sont plaints que NUPS n'investissait pas du tout. Ils privilégient un peu les mêmes profils, quoi, systématiquement. Donc, c'est là où il y a un paradoxe. C'est vrai que LFI arrive à attirer plein de gens dans la politique. Mais ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, tu le disais, il a gagné la bataille des partis, en fait. Il s'en est pas déporté. Il a joué le jeu et il a gagné, quasi KO d'ailleurs, parce qu'il a fait sa stratégie de la tortue dans son couloir. Il a balayé la primaire pop très vite. Il a fait son truc. Et moi, je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, c'est un peu un mantra que j'aime bien avoir sur une campagne électorale. Il faut toujours se dire que l'objectif ultime, et tout doit être organisé en fonction du jour du vote. Tous les objectifs intermédiaires, à partir du moment où on est bon sur le jour du vote, on écrase tout le reste. Et c'est ce qu'a fait Méluche. Lui, il n'a pas réfléchi. Enfin, il n'a pas réfléchi. Il a fait son truc. Il s'est un peu foutu de ce qui se passait autour de lui. C'était plutôt clean de sa part de ne pas trop taper sur ses voisins à gauche, mais c'était aussi peut-être... Ils avaient déjà en tête le lendemain de la présidentielle pour asseoir leur leadership aux législatives. Pour abonder dans le même sens, je pense qu'il y a quand même 2 règles quasi d'airain, 2 lois d'airain. C'est rétroplaner la campagne au jour du vote, et essayer de la rétroplaner, mais vraiment le plus finement possible. C'est compliqué, mais ça permet de ne pas dévisser quand on a parfois des sujets polémiques qui arrivent, des sujets d'actualité qui nous percutent et autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de savoir à quel électorat on parle. Lui, il savait à quel électorat il parlait. Et je pense que beaucoup trop de candidats qui se sont lancés dans cette bataille ne savaient pas à quel électorat il parlait. Parfois, ils voulaient imposer. Je pense à Pécresse. Je pense que c'est... Moi, je travaille assez régulièrement avec Cluster 17. Et c'était extraordinaire. Parce que Pécresse, après sa victoire, quand on segmente l'électorat selon les systèmes d'opinion de Cluster 17, on voit qu'à part chez les libéraux, elle n'est en tête nulle part. Et même chez les libéraux, elle est talonnée par Macron. Et donc, à partir de ce moment-là, soit à un moment donné, tu as 16 clusters, on pourrait en faire 32, mais là, tu en avais 16 pour cette présidentielle qui avait été dessinée par l'Institut.
c'est de savoir où est-ce que, quelle est ta base de départ électorale, mais où est-ce que tu essaies d'aller faire le plein. Parce qu'une fois que tu as un cluster, entre guillemets, donc on va dire une sociologie électorale qui t'est totalement favorable, derrière, tu peux commencer potentiellement à élargir. Ouais. Mais ce qui était hallucinant, c'est que tu avais jusqu'à l'Ukraine, tu avais vraiment une homogénéité dans la répartition des corps électoraux vis-à-vis des candidats. Tu avais Mélenchon, c'était les multiculturalistes. Macron, ça allait des sociaux-démocrates en passant par les centristes, en allant chez les libéraux. Tu allais avoir les patriotes chez Zemmour. Tu allais avoir les eurosceptiques chez Le Pen. Enfin, c'était bien ventilé. Et Pécresse, on ne sait pas à qui elle parle. Elle est à cheval entre différents électorats. Elle ne fait pas de choix. Sa ligne, non? Ça se voyait qu'elle n'était pas à l'aise, que c'était pas sa ligne. À un moment donné, elle va sur le champ économique. Et je pense qu'en fait, c'était le bon champ sur la dette, parce que je pense que c'était un des points faibles de Macron. La dette, les finances publiques et autres, parce que tu pouvais même refaire le... Est-ce que ça passionne les Français? Non, mais il ne faut pas oublier non plus que quand même, tu as un candidat qui s'appelle François Bayrou en 2017 et qui fait un score extraordinaire sur un sujet qui est la dette. Il impose dans le débat public la dette. Non mais voilà. Et la dette, c'est condamner l'avenir de nos enfants. Ça pouvait être un peu aussi le parallélisme avec l'environnement et l'écologie. Mais elle ne fait pas de choix en fait. Et toutes les semaines, elle change de sujet. Parce que je pense que dans son staff de campagne, les uns et les autres... On en parlera après de l'équipe de campagne. L'emporte sur une telle ou telle ligne avec des débats qu'on connaît qui durent toute la nuit. Et la difficulté, je pense aussi aujourd'hui, pour les candidats, c'est de pouvoir se préparer en amont sur la stratégie de long terme. Sauf qu'ils sont obligés de passer par les étapes type primaire, parfois alliance, pas alliance et autres. Et ceux qui sont allés très loin et très haut sont ceux qui étaient tranquilles dans la préparation de leur campagne et dans l'exécution de leur campagne. Tous ceux qui n'étaient pas dans cette situation-là ont été confrontés à des changements de ligne, de position, parfois confrontés à l'actualité, et se sont écrasés. Mais c'est un vrai dilemme sur la primaire. Quand on gagne une primaire, est-ce qu'on doit intégrer les perdants et du coup peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, quitte à perdre son identité, ou est-ce qu'on doit au contraire ne pas leur faire de place et tracer sa route comme tu le disais? Comment vous voyez la chose? Parce que je pense que c'est un équilibre très subtil à En fait, je pense que trouver. tout dépend de ce que tu dis, de justement la stratégie électorale. Si on considère que la primaire, ça dépend du setup de la primaire. Si c'est une primaire à 100 000 votants ou une primaire à 2 millions, c'est pas tout à fait le même délire. Par exemple, la primaire écologiste, non, je peux pas prendre la primaire écologiste, mais si sur une primaire, il y a un clivage entre deux camps internes à l'écosystème de sympathisants, il y en a un qui gagne. Si l'objectif derrière, c'est d'aller chercher 7 millions d'électeurs, mais que le camp qui a perdu la primaire, il est ultra minoritaire dans ces 7 millions, il n'y a aucune raison d'intégrer cette composante, cette dimension dans le truc. Voilà, je ne fais pas de parler avec les écolos parce que... Moi, je pourrais me permettre de le faire après parce que j'ai pas le candidat à cette époque-là. Bon, il y a plein de lectures possibles à faire de l'électorat écolo. Et d'ailleurs, in fine, c'est intéressant de voir que l'électorat de Jadot, les 1 million et quelques, en fait, ils étaient beaucoup plus hétérogènes qu'on aurait pu l'anticiper. En fait, ça dépend vraiment beaucoup de ça. Après, ça dépend de la dynamique qu'on veut donner, ça dépend de la temporalité. Là, les écolos ont fait une primaire en septembre, la droite en novembre. En 2017, c'était en janvier, je crois, à Mont. Voilà, je me souviens qu'à Mont, quand il a fait sa primaire, derrière, ils ont un temps de latence de quelques semaines qui a flingué la campagne. Voilà, si on a ce temps de latence, quand on est en fin de course, il faut dégainer tout de suite. On n'a pas le temps de faire un maillage, un alliage avec toutes les équipes. Faut partir, quoi. Donc, les écolos, ils avaient le temps de le faire. Après, est-ce que c'était malin? Oui et non. C'est-à-dire que je pense que Yannick Jadot avait besoin d'être accompagné de d'autres personnalités autour de lui pour asseoir parce que son incarnation n'était pas complète dans son objectif électoral. Lui-même, malgré tous les atouts qu'il avait, il n'était pas en mesure d'aller chercher tous les électeurs visés. Et donc, c'était nécessaire de l'associer à d'autres personnalités qu'il fallait aller chercher dans le camp écolo, voire même au-delà. Et dans les candidats à la primaire, il y en avait. D'ailleurs, Delphine Batho, elle s'est retrouvée à la tête des porte-paroles. Et elle avait ce côté complémentaire. Piolle aurait pu en faire plus. Voilà. Et Sandrine Rousseau? Et Rousseau aurait aussi pu avoir son rôle si elle avait voulu. Il faut reprendre 2012, qui est la seule primaire en fait gagnante, a posteriori, à la présidentielle. Ça commence à être loin pour moi. Toi aussi peut-être. Quand Hollande l'emporte, quand Hollande l'emporte, Ouais, il n'y avait qu'un sujet, c'était pas faire en sorte d'intégrer tout le monde au staff de campagne, c'est de faire la plus belle photo possible. Et la photo, elle se négocie à travers quoi?
la répartition des postes au sein de l'appareil et au sein des législatives. Alors, on parle un peu politique et cuisine là, mais je pense, et je le pensais déjà à l'époque, qu'il doit non pas écarter Rousseau du dispositif, mais l'anesthésier dans un accord commun qui est celui des législatives. C'est comme ça que ça se passe à l'époque de Aubry. C'est-à-dire qu'il lui dit clairement, à moi la présidentielle, à toi, entre guillemets, un peu la composition de la majorité. Et là, on est en capacité de rassembler, en fait, à partir du moment où l'ensemble des sensibilités d'une même famille politique se sentent représentées et traitées. Et on embarque les gens, non pas dans un organigramme, mais dans une valorisation politique. Et je crois que ça... alors après, parce qu'il y a aussi cette question générationnelle, c'est-à-dire que celle de 2012 remonte à il y a longtemps, mais ils n'en avaient pas tiré forcément les leçons et personne peut-être n'a été en mesure de leur rappeler. Sauf que on tombe toujours dans cette volonté d'affichage dans le rassemblement, sans se dire à un moment donné, je viens d'être investi, c'est moi, quel que soit le score avec lequel je l'emporte. En plus, je pense qu'il a bénéficié d'une forme de vote utile, Jadot, d'une part de la société civile, c'est-à-dire des gens qui étaient en dehors du spectre de sympathisants même de LV. Tu parles de la primaire ou des présidentielles? De la primaire. Okay. Non, mais de vote utile à ce moment-là, ouais. À l'instant de la primaire ELV, il bénéficie d'un vote utile parce qu'on se dit, entre guillemets, on met la personne peut-être la plus consensuelle, mais dans un vote tactique pour la suite, parce qu'on veut voir l'écologie politique émerger et prendre le lead à gauche. À ce moment-là, franchement, une grande partie du peuple de gauche qui veut voir l'écologie devenir la force centrifuge de la gauche, et pas Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que Yannick, mais pas que lui, n'en prend pas forcément la mesure. Mais c'est toujours difficile quand on est à 50-50 et qu'on est aussi nourri pendant plusieurs années par les luttes intestines, parce que c'est aussi ça la vie politique dans un parti politique. Et donc c'est très très dur de s'en émanciper. Et je pense que en fait son échec n'est pas la présidentielle telle qu'elle a été menée. Son échec, il est originel, c'est de ne pas savoir su s'émanciper de ce résultat des primaires. Je suis pas forcément d'accord parce qu'au final, Sandrine Rousseau, elle est plus proche de Mélenchon au niveau du spectre politique. Et au final, du coup, c'est plutôt la ligne écologique de Mélenchon qui a gagné. Comment ? Bah, au final, si tu es sur un spectre politique, elle est beaucoup plus proche de Mélenchon. On voit que Mélenchon a fait un bien meilleur score que les écolos. Est-ce que du coup, Sandrine Rousseau n'aurait pas pu avoir la prétention de faire un score aussi haut, de rassembler plus de monde ? Est-ce qu'au final, elle aurait peut-être pas... Bon, bah, on le saura jamais, hein, mais au final... Non, mais c'est la question qu'on peut se poser. Ce que je veux dire, c'est que c'est une question de clarification politique. On parle de consensualisme, etc. Mais au fait. final, est-ce que Sandrine Rousseau n'aurait pas rassemblé plus de personnes à gauche ? Je pense que tu as... Enfin, alors là, pour le coup, il est encore beaucoup trop tôt pour les dire. On le verra avec législative. Je pense que l'électorat de gauche, dans sa globalité, mettons qu'aujourd'hui, il pèse 35-40%. 40% Optimiste. haute. Ouais, non, mais 30-35, c'est vrai. Si tu avais eu un candidat de gauche au second tour, même face à Macron, je pense qu'il se rapprochait des 40. Mettons que ce soit dans ces eaux-là, je pense que tu as deux pôles aujourd'hui. Un pôle qui reste culturellement social-démocrate, mais qui peut être en point de radicalité, et qu'en fait Yannick Jadot aurait pu incarner, et un pôle radical que Jean-Luc Mélenchon incarne à merveille. Et qu'en fait cette clarification, elle est venue, elle aurait pu se faire de ELV, elle aurait pu se faire de ELV, et elle ne s'est pas opérée. Sandrine Rousseau, oui, en effet, je suis d'accord avec toi, est beaucoup plus proche, culturellement, intellectuellement, de Jean-Luc Mélenchon, et Jadot, plus proche, culturellement, intellectuellement, du Parti Socialiste. Et qu'en fait, cette scission, elle ne s'est toujours pas opérée, et que je pense qu'il serait bénéfique qu'elle s'opère, parce qu'à la fin des fins, en fait, si tu avais deux pôles d'attractivité comme ça à gauche, d'une part, les gens s'y retrouveraient un peu mieux, et à la fin des fins, pour passer des accords programmatiques et politiques, en fonction des tendances dans un instant T, on y arriverait beaucoup plus facilement que ce qui a dû se passer pour qu'on en arrive à un accord de la gauche. Voilà. Après, on verra ce que donne la NUPES. Mais je pense en effet par ailleurs par rapport à ce que tu disais, ça recrée de l'enthousiasme, il y a des gens qui s'y retrouvent, mais il est encore un peu trop tôt pour essayer de présager du résultat. Si on revient sur un élément dont on a un petit peu parlé, les équipes de campagne, un élément forcément important, est-ce que vous avez des conseils sur par exemple pour des candidates et des candidats qui veulent se lancer, comment on choisit son directeur de campagne? La présidentielle. Non mais on a parlé de la présidentielle. Là pour les législatives, il y en a qui sont dans le jus en ce moment. Pour les législatives, pour les municipales, comment on choisit son équipe de campagne, comment on choisit son ou sa directrice de campagne, à quoi il faut faire attention. Typiquement,
Pécresse, un certain nombre d'observateurs trouvaient que c'était une bonne idée Stefanini, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée. Donc voilà, comment on choisit cette personne clé et comment on choisit sa garde rapprochée? Sachant que Macron n'avait pas de directeur de campagne. Il n'est pas un coordinateur. Alexis Kohler. Oui, Ouais. officieux quoi. Non, il y a plein de setups possibles, hein, comme n'importe quelle organisation. En fait, déjà, ça dépend beaucoup des gens que vous avez à votre disposition de confiance, parce que les compétences, ça se trouve, mais des gens de confiance, la confiance, ça se monte dans le temps, et c'est pas comme ça du jour au lendemain. On se dit, tac, tac, on organise un truc comme une entreprise, on est tous alignés sur un objectif. Il faut des gens qui sont capables d'être un deuxième cerveau du candidat ou de la candidate. Donc ça, il n'y en a pas des tonnes. Et en fonction du profil de son deuxième cerveau, de son âme sœur ou de son acolyte, je ne sais pas comment on appelle ça, son alter ego, là, on vient compléter la garde rapprochée avec d'autres compétences. Voilà, c'est possible de confiance. Mais tout dépend de ça, en fait, je pense. Et un candidat, l'élection, enfin la campagne étant extrêmement centralisée et personnifiée sur le candidat, il y a beaucoup de choses qui reposent sur lui, donc sur sa garde rapprochée, qui vient l'aider à assumer les chocs. Et donc tout est organisé autour de ça, selon moi. Toi, Baptiste, en tant qu'ancien directeur de campagne? Guérini, pas Guérini. Stefanini, il faut toujours un fusible, hein, c'est assez classique dans le milieu politique, mais d'ailleurs comme économique, a été un excellent directeur de campagne de la primaire. Ouais, exactement. Est-ce qu'il a été moins bon dans la présidentielle? Il était bon pour faire les cartes pour gagner la primaire. Il connaissait très bien le maillage territorial. Si je te prends, ça dépend aussi, comme disait Antoine, de la culture du candidat. Sarkozy, en tant que directeur de campagne, il avait plus besoin d'un DIRCOM qu'autre chose pour réussir à dérouler sa campagne. Pécresse, le problème, c'est que je pense elle flottait un peu idéologiquement. Et que donc, ne sachant pas trancher, il lui aurait peut-être fallu un directeur de campagne un peu plus idéologue, qui l'inspire sur le fond. Après, il a été excellent en tant que directeur de campagne. Moi, à l'époque de Villani, par exemple, je ne veux pas rester directeur de campagne à partir du moment où on a passé la première phase, qui avait été, je ne sais plus comment ça s'appelait, une espèce de congrès interne, là. J'ai un trou de mémoire, mais ce premier step qui nous devait départager les candidats en interne à LREM. Parce qu'on avait réussi, et j'avais estimé que j'étais, à ce moment-là, arrivé un peu au bout de la démarche. Parce qu'on avait fait, on était, Villani était passé d'un candidat, entre guillemets, tout le monde le disait, mais un peu loufoque, à un candidat crédible. Et même si Griveaux l'emporte, en fait, à ce moment-là, il faut se souvenir, vraiment, au moment où Griveaux est désigné, Villani est encore testé. On le fait tester. Mais Villani est encore testé. À l'époque, c'était pas intermassif. Benjamin, si tu me regardes. Mais Villani, on le reteste et il est le seul au second tour à ce moment-là, s'il avait eu l'étiquette LAREM, à pouvoir battre Hidalgo. Donc, on avait réussi à le crédibiliser, sur le fond, imposer quelques thèmes de campagne, notamment sur une écologie scientifique. On avait parlé du Grand Paris, dont on sait qu'à la fin des fins, ça ne fait pas gagner une campagne, mais au moins, ça crée du débat. Voilà. Et j'avais dit à Cédric que je ne souhaitais pas, moi, par exemple, être directeur de campagne. Mais après, le lien de confiance qu'évoquait Antoine, les gens que tu as sous la main, parce qu'en plus, tu as un précédent qui avait été celui déjà d'une année de pré-campagne en interne. Tous ces éléments-là font qu'il n'y a pas de temps à perdre et à un moment donné, tu as une discussion avec ton candidat te propose d'y retourner, au début tu lui dis non, tu lui dis laisse-moi réfléchir 24 heures, puis finalement tu renquilles. Et je pense que j'ai été un excellent directeur de campagne en pré-campagne et que je n'ai été beaucoup moins bon en campagne officielle pour deux raisons, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je n'ai pas la pré-campagne, je l'ai rétroplanée à 9 mois, réellement. Je l'ai rétroplanée sur les événements, les sorties médiatiques. Et ça a très très peu bougé en fait sur 9 mois. Tu la réadaptes par trimestre. La campagne officielle, je ne l'ai pas rétroplanée parce qu'en fait on avait la tête dans le guidon. Par ailleurs, on devait monter un parti politique. On devait recruter 18 candidats avec autant de listes. Donc, toi-même, tu es moins concentré sur la parole de ton candidat, sa place dans la campagne. Et t'es moins alerte, tout simplement. T'es moins alerte, puis t'es crevé de la pré-campagne. Et je pense que s'il y a un conseil à donner, c'est pas savoir comment on s'organise, savoir autour de soi des gens frais
de confiance bien entendu, mais qui arrive à aérer sans cesse la campagne et le candidat en tant que tel pour lui créer les alertes nécessaires et savoir à un moment donné, voilà, parce qu'on est dans cette ère-là aussi, mais trouver la formule, la punchline, le bon positionnement et avoir encore de la fraîcheur pour travailler sur le fond, les analyses électorales, le champ des idées, essayer d'anticiper ce qui va venir percuter le débat politique et public. C'est très difficile ça. Le Pen là-dessus sur le pouvoir d'achat, pour le coup, a été très fine. Très tôt, ils ont senti que ce serait le thème. Et à mon avis, ils ont rétroplané aussi un peu leur campagne comme ça. Ils ont su que ce serait le thème final quasiment de la campagne. Et ils se sont dit, bon ben, on tire toute la campagne là-dessus. Donc, c'est pas une science exacte, mais je pense que c'est des choses qu'on peut réussir à faire avec un petit collectif de gens qui s'entendent bien par ailleurs. Un des sujets, c'est que les gens s'entendent bien. Ils se connaissent bien, qu'il y a déjà une bonne synergie. Et qu'ils sachent se dire, à un moment donné, autour d'un débat en interne, pour pas non plus parasiter le candidat, là je suis en désaccord, mais le dire devant le candidat. Pas sur Telegram ou WhatsApp, ou en faisant monter ses petits copains dans son pôle, voilà. Ou dans la presse. Ou dans la presse, ce que j'ai connu en deuxième partie de campagne. Voilà. Donc, il n'y a pas de science exacte, mais voilà, on les connaît les staffs. Hein. C'est un bon directeur de campagne, c'est un bon directeur du programme, ou une directrice, hein, bien entendu, une bonne directrice de la com, un bon ou une bonne secrétaire générale qui va venir mailler la partie administrative, quelqu'un qui est sur les relations extérieures avec le parti. Enfin voilà, c'est un staff. Il ne faut pas non plus que ce soit pléthorique. Hein il faut garder des munitions, effectivement. Il faut toujours avoir des munitions au frigo. Vous voyez, moi quand tu m'as dit la question, pour avoir suivi pas mal de campagnes et pour en avoir l'idée une, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est la bonne entente, c'est d'être dans le même délire, c'est vraiment, mais pour moi ça fait toute une campagne. Si tu es entouré de personnes, elles peuvent être aussi compétentes que tu veux, pour lesquelles ça ne passe pas, parce que des fois, humainement, ça ne passe pas. Et tu as beau faire tous les efforts que tu veux pour une campagne, tu vas quand même vivre plusieurs mois avec cette personne, tu vas l'avoir plus que toute ta famille, que tes partenaires, de qui tu veux. Tu vas être H24 avec cette personne. Si ça ne passe pas, c'est mort. Si tu n'arrives pas à avoir confiance en cette personne, c'est mort. Et la campagne ne va... Je ne connais aucune campagne, bon après j'ai pas énormément d'expérience, mais avec qui où tu n'avais pas confiance en ton directeur ou ta directrice de campagne, avec qui ça s'est bien passé. Ça ne fonctionne pas. Au contraire, c'est ce qui participe à tuer une campagne, littéralement. Moi, pour les municipales, j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme ça arrive souvent, j'ai pas choisi totalement mon équipe. C'est une équipe qui s'est greffée à moi. Et j'ai quand même rajouté un petit peu des personnes parce que vu que je ne connaissais pas grand monde de base, je voulais quand même avoir mes personnes de confiance, ne serait-ce qu'humainement, où je me dis, bon, bah, moi j'ai mes piliers, où j'ai besoin de bien être entourée, d'avoir des gens de confiance, vraiment. Et j'ai eu la chance extraordinaire d'être avec des gens rapidement. Là, on savait qu'on n'avait pas le temps aussi de s'embrouiller, etc. Il n'y a pas d'énormes enjeux aussi dans ma circo. Et au final, on s'est éclaté. Et bon, après, c'est ma façon de faire. Je suis quelqu'un d'assez détendu. Tu prends beaucoup de second degré, qui rigole beaucoup, qui adore dire, c'est bon, on a tracté, on va aller boire un verre, des choses comme ça. Et ce qui fait qu'on a passé une excellente campagne. Parce que dès qu'on avait tracté, c'était café. Après, c'était la bière. Après, voilà, mais du coup, on était heureux de se voir. Donc, on était trop contents d'aller tracter parce qu'on allait se voir. On était trop contents de se voir parce qu'on s'entendait super bien. Après, on savait qu'on allait passer un moment convivial. Et c'est pour ça que les heures au téléphone à faire des trucs de campagne, le graphisme, le machin, même si ça pouvait être un peu des tâches assez difficiles, ça passait par le plaisir parce qu'on s'éclatait dans la campagne, parce qu'il y avait une bonne ambiance. Et des fois, on n'était pas d'accord. On savait se le dire. On savait s'appeler, on savait se le dire, et du coup, on tuait en fait, avant que ça explose, j'ai plus l'expression, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire, le poisson dans la bouche, je sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, on savait en tout cas prendre les problèmes en amont. Et ce qui est marrant, c'est que quelques mois après, j'ai suivi notre campagne. Bon, là, j'étais pas plus candidate, et ça s'est extrêmement mal passé, cette campagne, et parce que l'équipe de campagne, pareil, avait été imposée, plus ou moins, et en fait, ça ne passait pas. Ça ne passait pas entre les personnes de l'équipe de campagne, mais en fait, on avait dû composer avec un micmac pour placer un peu tout le monde de plusieurs parties, et ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas, et ça a explosé, ça a tué la campagne, et ça finissait à des coups de journée. Enfin, tout finissait dans la presse. Toutes les conversations WhatsApp qu'on avait finissaient dans la presse, quoi. C'est ouf. Enfin, et du coup, tu savais que quand tu écrivais un message dans la conversation WhatsApp, tu te disais, ok, donc il faut que je sois conscient que là, demain, c'est dans le monde. Enfin, et du coup, tu agis que en fonction de, ok, qu'est-ce qu'est lui, parce que du coup, il y a la team machin vs l'autre team.
Et c'était horrible, parce qu'en plus, une campagne, ça prend toute ta vie, littéralement, et ça te bouffait déjà, déjà ça te bouffe un peu mentalement, une campagne, mais là, en plus, vu que ça se passait mal, c'était toxique. C'était vraiment malsain, c'était toxique, et moi, je sais que j'ai pas fini la campagne, parce qu'au bout d'un moment, j'étais, bon, écoutez, moi, c'est pas mes valeurs, moi, je fais pas campagne juste pour être élu, je fais pas campagne pour ces choses-là, moi, je me retrouve plus dans les valeurs que vous êtes en train de faire, la façon de faire ne me convient pas, les valeurs que vous voulez véhiculer ne me conviennent pas, ciao. Vraiment, j'ai dit ciao, c'est pas possible. Et je me souviens que j'ai eu cette période où j'étais waouh, attends, j'ai pas une réunion ce soir, waouh, là je peux voir mes amis, waouh. Et je suis partie à la campagne le lendemain et j'arrivais pas à réaliser. Je suis un peu dans une période trop bizarre, un peu pas de traumatisme, mais j'étais bizarre en mode oula, il vient de se passer quoi? J'ai vraiment quitté la campagne que je bosse depuis des mois là-dessus. Et en fait, j'ai soufflé et ça n'avait tellement aucun rapport par rapport à la campagne que j'avais vécue un an avant. Mais je me suis dit, mais en fait, heureusement que tu t'es cassé, quoi. Enfin, c'était juste, t'as rien à foutre là-dedans. Ton temps, il faut que tu le mettes ailleurs, quoi. Enfin, moi, je suis très, non, mais je suis très pragmatique en mode, en plus, moi, j'ai la chance d'être élue, mais je préfère 100 fois plus donner mon temps aux habitants et habitantes du 8e arrondissement plutôt qu'à des campagnes électorales où, en fait, les gens ont complètement perdu la tête parce qu'ils sont complètement déconnectés des réalités et du terrain. Puis ça m'intéresse pas, en fait. Et ça faisait partie du coup aussi de l'équipe de campagne qui pour moi était mauvaise, ne pouvait pas travailler ensemble, sur certains points des fois n'était pas forcément très compétente aussi. Et en fait tu te rends compte aussi que des fois tu casses plus des personnes qui ne sont pas forcément compétentes, mais tu casses des personnes parce que tu avais leurs égos à gérer et du coup tu devais caser les égos en fait. Comment on gère ça justement Comment on gère les égos et comment on gère encore une fois les lignes et à quel moment on se dit il faut sortir la personne de la campagne ou pas selon vous? Enfin si... tu as un conseiller qui impose une ligne qui veut imposer sa ligne qui n'est pas forcément la ligne du candidat, mais le candidat veut agréger et essaie justement d'être rassembleur. Jusqu'à quel moment il peut rassembler, à quel moment il faut prendre la décision de sortir les personnes? Ça, c'est de la haute voltige de management. Ouais, les campagnes électorales, c'est assez particulier parce qu'il y a de la stratégie de haut niveau, il y a du jour le jour, là, de l'opérationnel, du rush. Il y a une polyvalence à aller chercher dans les compétences. Des ressources humaines. Dans les ressources humaines, une polyvalence très très forte quand même, avec des gens qui ne se connaissent pas, qui sont d'univers un peu différents. Je ne parle pas de politique, mais vraiment dans le logiciel et la fréquence de communication. Et effectivement, à partir du moment où on a une stratégie gagnante, il faut bien réussir à colorer un peu sa ligne politique, enfin la multicolorer. Et on ne peut pas rester dans son couloir tête baissée et rester buté sur quelques éléments de langage à 3 bullet points. Il faut aller plus loin. Donc il faut aller chercher des idées nouvelles. Ensuite, il faut trancher, il faut arbitrer sur lesquelles on estime être les plus pertinentes. Je sais pas, moi, d'expérience de la mer et de l'opérationnel pur que j'ai eu pendant plusieurs années, il y a une relation de confiance à établir entre les personnes qui décident et ceux qui les conseillent, avec une hiérarchie, un gradient d'autorité à toujours à respecter, pas trop fort. Sinon, les conseillers se sentent inutiles et puis celui qui dirige, il fait un peu n'importe quoi, il fait tout dans son coin. Et il faut éviter de l'inverser parce qu'après ça fout le bazar, on ne sait plus qui décide. Et surtout dans une situation, dans une campagne qui est très opérationnelle, des fois il faut arbitrer en même pas une heure. Donc toujours faire attention à ce gradient d'autorité, être transparent avec ses conseillers sur leur place dans l'équipe de campagne. Évidemment, personne n'est là pour dépasser le candidat, mais qu'il n'y ait pas d'attente démesurée et que si ses idées ne sont pas reprises, il ne faut pas non plus qu'il se vexe, ça fait partie du jeu. Et aussi avoir la lucidité, l'intelligence d'avoir plusieurs personnes avec une biodiversité dans l'équipe suffisante quand même, pour que les idées nouvelles émergent et que justement les gens ne se retrouvent pas complètement déconnectés parce qu'ils sont entre eux et qu'ils parlent entre eux, etc. Mais ça, c'est vrai que c'est un micmac. C'est un équilibre très subtil d'écosystème naturel de ressources humaines qui n'est pas évident à trouver. Mais de toute façon, c'est le même délire dans n'importe quelle organisation. C'est juste que là, en fait, ce qui est très compliqué, c'est exacerbé, là, genre, quand même. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut monter l'équipe très rapidement, que c'est très tendu, les gens se dévouent à la tâche pendant 6 mois ou 4 mois là-dedans, ou même 1 mois si c'est législative. Et donc, il y a extrêmement de tension, il y a des frictions permanentes, il n'y a pas de montée en compétences possible, enfin si, mais pas à long terme, quoi. On est obligé de faire avec des gens qui sont déjà dans un créneau de compétences qui correspondent. Si les gens ne sont pas placés au bon endroit dès le départ, les déplacer pendant le truc, c'est toujours un peu galère. Donc là, c'est là où on envisage de les débrancher, mais en même temps, ça crée des frustrations énormes et ça peut déséquilibrer un truc qui tenait à peu près.
équilibre subtil. Et donc, c'est aussi le rôle des directeurs de campagne de détecter les frictions et d'arriver avec l'extincteur avant que ça brûle quand même. Déjà, je pense qu'il y a une question de méthode, mais là au sens très formel du terme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une récurrence dans les réunions qui sont des lieux de prise de décision, avec des ordres du jour extrêmement bien établis, des mises en débat qui sont tenues et des arbitrages qui sont passés en toute transparence. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en effet, là où je rejoins Athénaïs, et je pense que c'est très important, il faut qu'il y ait une notion de plaisir, réellement, parce que dans les moments où ça tangue, à travers des sondages, à travers l'actualité ou autre, il faut que le cœur du réacteur soit assez solide et serein humainement pour éviter de rentrer dans des formes de paranoïa ambiante, de crainte médiatique. Sinon la machine se grippe automatiquement. Nous, ça a été pour le coup une de nos réussites, c'est que 80% de la direction de campagne de Villani se voit encore, boit encore des bières ensemble, commente encore l'actualité politique ensemble, en ayant en plus pris parfois des chemins divergents sur le choix de telle ou telle famille politique. Après, sur l'animation en tant que telle, là où je pense qu'il faut avoir des organigrammes transparents aussi, ça permet aux uns et aux autres de savoir où ils se situent, et sans tomber dans une verticalité excessive parce que c'est plus d'époque, ça permet tout de même, lorsque des arbitrages sont pris, parfois de manière rapide et donc hors consultation ou de la direction politique ou de la direction programmatique et autres, quand même d'avoir cette légitimité nécessaire à exécuter. Quand on a l'affaire, nous à l'époque, d'une polémique sur la gare du Nord, l'affaire de Benjamin en tant que tel et autres, à un moment donné, on ne peut pas réunir à chaque fois l'équivalent d'un board pour savoir ce qu'on va faire, parce que en fait, le téléphone sonne à ce moment-là réellement toutes les minutes, qu'on peut prendre le temps aussi de savoir s'exprimer. Ça, c'est important, de jamais subir l'actualité. Mais par contre, il y a nécessairement à un moment donné un temps de réponse. Et pour que ce temps de réponse soit le bon, mais qu'en même temps, les uns et les autres se sentent, entre guillemets, intégrés à celui-là. Bon, aujourd'hui, on a aussi des outils efficaces, par contre, qui peuvent être très rapidement polluants, type Telegram, WhatsApp et autres. Mais pareil, ça, il faut de la méthodologie. Nous, dans le staff de campagne, en 2 ans, on n'a jamais écarté quelqu'un. En revanche, sur les boucles, il ne faut pas se poser de questions. Parce que il y a des personnalités dans leur rapport à la politique et à leurs convictions qui viennent pour parasiter, qui viennent sans cesse créer de la conflictualité. C'est pas possible, parce que ça nous pollue très rapidement, parce que ça crée des débats en fait, qui sont inutiles la plupart du temps. Et là, il ne faut pas hésiter à mettre ce type de personnalité en dehors du staff et en dehors aussi du champ de vision du candidat, qui parfois aussi va s'interroger, se réinterroger jusqu'à 3h, 4h du matin. Sauf que lui doit être serein, il passe des décisions, des arbitrages, en plus la focale médiatique qui est quand même important, qui est importante dans ce genre de moment, on doit le rendre serein. Et donc on doit essayer de pacifier son entourage. Ça, c'est souvent le plus difficile, je crois, dans l'époque qu'on connaît actuellement. Ça a été la force aussi, je pense, d'un Macron, d'un Mélenchon ou d'une Le Pen. C'est que leurs équipes de campagne, même si on peut estimer que Macron n'en a pas, mais voilà, ils sont à 10-12, ils se connaissent, ils savent dans quel couloir ils doivent évoluer, comment ils doivent animer, et puis basta. Et puis le candidat, quand il va se coucher, il arrive à se reposer, parce qu'on est aussi dans des marathons physiques, réellement, psychologiques et physiques. Et les deux, pour le coup, dans ces moments-là, vont de pair. Et il y a aussi un appel, franchement, à un moment donné, à responsabilité du personnel politique, technique et autres, à savoir ce qu'ils font là. On ne fait pas mumuse. On a une exposition médiatique. Le but, c'est d'aller soit parfois, là, moi, en l'espèce, candidate à la mairie de Paris ou à la présidentielle pour d'autres. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Et je pense que beaucoup, par ailleurs, ne prennent pas forcément la mesure aussi de l'aspect sérieux de ce genre de séquence et en responsabilité. On emploie un peu trop souvent cette
On s'engage, on doit le faire en responsabilité. C'est pas parce qu'un journaliste nous appelle par ailleurs qu'on y répond. Voilà, il y a quelques réflexes à établir de ce type-là. Ou alors avoir un contrôle un peu plus stalinien au niveau de la direction de campagne, mais ça, après, chacun sa méthode. C'était la mienne. Mais qui est totalement assumée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut être aussi très carré par rapport à ce qu'on attend des autres. Il y a des porte-paroles, et les porte-paroles, ils sont là pour s'exprimer auprès des journalistes en on ou en off. À partir du moment où on sait que quelqu'un a fauté, il ne faut pas hésiter non plus à l'exclure. Voilà, et en faire un exemple. Mais dans toutes les organisations humaines encore... Non, mais je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est porte ouverte. Ça ne marche pas comme ça. La force de Macron, ça a été quoi pendant 5 ans? Ça a été de diriger, alors beaucoup trop, mais ce pays à deux. Il en a peut-être certainement abusé. Néanmoins, ça prouve son efficacité politique. Après, il y a aussi l'aspect, du coup, je suis peut-être plus innocente, mais de bienveillance. Et pour moi, le directeur ou la directrice de campagne, en fait, doit juste vouloir le bien-être du candidat. Et en fait, tu parlais, il faut qu'il puisse se coucher serein. Mais moi, je le voyais, pendant les municipales, vraiment, ils étaient là, c'était la barrière. C'était la barrière, et même sur des choses... Puis en plus, moi, c'était ma première campagne, j'étais très très jeune, etc. Puis moi, je suis arrivée dans un monde que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un monde où tous les jours, tu es avec Anne Hidalgo, tu as la presse partout, d'un coup, tu es reconnue partout. Enfin, vraiment, moi, je suis passée du tout au tout. Donc ça a été un petit peu difficile, et heureusement qu'ils étaient là pour me protéger. Mais que ce soit surtout sur les trucs de presse, etc. Ils disaient, on n'a pas voulu te le dire parce qu'on voulait que tu fasses attention, que tu fasses ton truc sans. Enfin, c'était constamment de la bienveillance. En mode, tu sais quoi, ça, tu le gères pas, c'est moi qui m'en occupe, etc. Va dormir, mange. Les trucs bêtes. Et quand je disais responsabiliser les uns les autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas, le ou la chef de cabinet s'occupe aussi un peu des affaires réservées, des déplacements du candidat ou autre. Si il ou elle appelle le directeur ou la directrice de campagne pour lui dire le candidat est crevé ou tel, le directeur de campagne, il doit écouter. En fait, à un moment donné, il faut aussi laisser la prise de décision aux uns et aux autres. C'est-à-dire que pour que le collectif fonctionne, il faut que chacun aussi puisse se sentir écouté au moment où il estime qu'il y a des sujets d'alerte et qu'il puisse prendre ses responsabilités au moment où, normalement, c'est sur la fiche de poste. Un directeur du programme, à un moment donné, s'il y a un débat technique, ce n'est pas au directeur de cabinet, pour moi, ou de campagne, d'intervenir. C'est au directeur du programme. C'est à lui. Et par contre, il prend sa responsabilité. Et après, en plus de cela, le directeur de campagne, pour le coup, doit être le fusible si jamais le directeur ou le responsable du programme a fait une connerie. Mais voilà, à un moment donné, on choisit sa place, et on signe en bas de la feuille. Donc, encore une fois, je pense vraiment là-dessus, sur les politiques et les entourages des politiques, qu'il y a une vraie part de responsabilité à prendre. Mais le problème, du coup, c'est quand tu as des histoires d'ego ou de jalousie qui existent, oui, clairement. Ça, encore une fois, c'est après, là, pour le coup, alors là, c'est la quand responsabilité. Tu fais le vizir à la place du vizir, on l'a tous vu, assisté, connu, et en fait, c'est comme ça que tu bousilles une campagne aussi. Je pense que dans l'animation humaine aujourd'hui, mais ça, c'est un déficit qu'on a en France, et un défaut qu'on a dans le public comme dans le privé, c'est l'aspect et la fonction managériale. Il y a une part managériale qui est non négligeable. C'est quand même de trouver du temps pour parler, entre guillemets, avec ses équipes, d'autres choses parfois que du boulot. C'est de les entendre et de savoir encore soi-même déléguer. C'est-à-dire que moi, j'ai un fils en bas âge, tu rentres parce que tu dois partir à un moment donné à 19h, et tu retournes au bureau à 21h, il dit 19h à 21h, tout le monde savait que j'étais pas forcément là, et tu files la responsabilité à d'autres à ce moment-là s'il y a des urgences. Voilà, tout simplement. Et tout le monde comprend que nul n'est irremplaçable et que chacun, à un moment donné, peut avoir un rôle déterminant à jouer dans la campagne. Et une fois que chacun sait qu'il peut avoir un rôle déterminant à jouer pendant la campagne, c'est comme en sport. Le mec qui est 13e, 14e, 15e sur le banc, le jour où il comprend qu'à chaque fois il va rentrer à la 60e et il peut faire basculer le match, il va rentrer à chaque fois au taquet et il ne va pas forcément aller polluer le groupe parce qu'il doit aller mettre un taquet à l'entraînement à l'autre. Et ça, il faut absolument l'éviter. Mais ça se pense aussi. Ça se pense aussi. Ouais, les égos, c'est toujours un bon délire. Hein. Ça, c'est propre à toute structure, toute organisation. Moi, je pense qu'il y a une bonne manière de clarifier les choses assez tôt, c'est de dire, la réussite, elle est collective. Quiconque contribue à cette réussite dans un esprit collectif et se donne tous les moyens pour le faire et donc fait ses preuves, s'en sert pour faire ses propres preuves et grâce aux preuves qu'il peut donner, à tout l'engouement qu'il peut y mettre,
il peut espérer des récompenses derrière et il faut bien lui faire comprendre que tout ça n'est pas vain. Dans ce cas, on aligne tout le monde sur un objectif collectif. Souvent, l'ego, il vient quand l'intérêt personnel supplante l'intérêt collectif. Souvent, ça vient là. Moi, j'ai pas peur des gens ambitieux. À partir du moment où ils gardent leur intérêt personnel en dessous. Ça peut être juste en dessous, mais il faut toujours que ce soit en dessous. Et or, ça arrive quand même très souvent qu'il y ait des gens qui n'ont pas conscience. Alors c'est là où le dialogue est important aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément conscience de la stratégie d'ensemble, et les gens vont prendre une initiative un peu bête sans comprendre que ça pollue. Il faut être transparent sur parfois les initiatives néfastes qui peuvent être entreprises. Mais bon, si la relation de confiance est bonne et que le dialogue est bon, les gens ils sont lucides, ils réagissent en théorie. Mais je pense que, de toute façon, les gens qui s'engagent, c'est aussi une sélection, c'est aussi un filtre. Les gens qui ne sont pas capables de garder leur ego en dessous de l'intérêt collectif, ils n'ont rien à faire en politique. C'est dans ce cas, ils ont qu'à monter une start-up et puis ils font leur business. À partir du moment où tu veux t'engager pour le bien commun, et donc de fait pour une offre politique que tu estimes être la bonne, déjà bien se poser la question de savoir si tu es dans la bonne écurie. Et là, tu fais tes preuves en interne et dans ce cas, tu es là au bon endroit. Et je pense que dans ce cas-là, il faut laisser libre cours à toutes les initiatives, à toutes les bonnes idées, surtout pas brider les gens. Il faut qu'il y ait une liberté d'initiative, d'action qui a été assez bonne d'ailleurs chez l'équipe de Jadot. Il y a eu pas mal de liberté d'entreprise. Je parle de l'équipe de campagne, je ne parle pas des personnalités publiques. Je parle des salariés qui sont dans l'ombre et que personne n'a vu et qui ont fait des choses géniales sans qu'on s'en rende compte vraiment. Et puis tu as aussi le fait que les uns et les autres qui sont ici, autour à un moment donné de la table avec le candidat ou la candidate, comprennent que ce qu'on leur demande à eux est quasiment, j'aime pas parler de ça parce qu'il ne faut pas les déifier, mais inhumain dans un instant très court de leur vie, et qu'on est aussi là pour les protéger. On est là pour les protéger et essayer de les soulager. Trop nombreux sont ceux qui ne s'imaginent pas le nombre de messages et de sollicitations qu'a une candidate ou un candidat en 24 heures sur cet outil aujourd'hui qui est devenu incontournable, qu'est le téléphone portable. Et qu'à un moment donné, savoir rester à sa place et faire primer le collectif, c'est aussi réellement soulager le candidat ou la candidate. Et que s'ils s'en rendent compte, les candidats, à un moment donné, de toute façon, sont aussi reconnaissants vis-à-vis de leur staff. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, on voit en plus avec la multiplication de tous les formats médiatiques, d'actualité, ils sont soumis non-stop à de l'observation, à une rigueur, à une concentration qui est nécessaire à une bonne expression publique pour représenter généralement un vecteur d'idées, hein, parce qu'on est là, et ce sont des vecteurs d'idées, hein, c'est la grande différence avec le privé. Et que dans ce cadre-là, il y a aussi un minimum de respect à avoir pour eux. À partir du moment où ils ont été désignés, ils ont obtenu une légitimité à travers un vote ou leur parti. On a parlé de beaucoup de candidats, mais on n'a toujours pas parlé du Z, d'Éric Zemmour. Et je suis obligé de le faire avec trois personnes de gauche quand même, d'avoir votre avis sur... C'est bien justement, non pour une fois. Non mais parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même une... Enfin je trouve qu'en termes de stratégie, il y a des choses qui sont intéressantes. Vous en avez pensé quoi? Comment vous analysez la percée d'Éric Zemmour? Qu'est-ce qui fait qu'il est monté quand même à 14% et qu'il a été testé une fois au second tour de mémoire? Moi déjà j'ai hâte de voir ses comptes de campagne. Je ne sais pas combien ils ont dépensé en meeting, mais c'est très impressionnant. Et surtout combien de ristournes illégales ils ont pu avoir. Non, je ne sais pas si vous avez une idée après sur l'analyse. Moi j'en ai une, mais... On t'écoute. Allez, on te suit. Non, bon, lui, moi, je définis une offre politique en 4 piliers. Il y a le récit, l'histoire qu'on raconte, l'espérance qu'on veut susciter, l'incarnation, les gens qui racontent cette histoire, le projet de société, le programme qu'on a derrière avec la doctrine, et après, il y a toute l'organisation dont on parlait à l'instant. Je pense que Zemmour, il avait, sur tous ces 4 piliers-là, il était plutôt bien baqué. L'incarnation, c'est pas un mec qui pète le feu, il n'a pas un charisme monstrueux, mais bon, il a quand même une fluidité Puis il n'a pas progressé, on a vu une progression. Oui, il a quand même assez progressé, et il a quand même des compétences oratoires que tout le monde n'a pas. D'autres ont régressé. Avec une grosse culture G, un peu biaisée, mais quand même, il peut déballer des trucs. Son programme, je voulais finir par là parce que je pense que c'est ça le problème. Son récit, on sait tous qu'il a son histoire à raconter de la France d'hier qui va devenir demain.
Et son organisation, j'ai l'impression qu'il était quand même relativement bien Il entouré. a pris un général comme directeur de campagne. Ouais, ça avait l'air de bien rouler, parce que vu le nombre d'événements qu'ils ont lancés dès le début. Il avait à un l'automne, directeur moi, des j'étais assez événements qui impressionné. était un ancien de l'UMP, qui avait une grosse expérience, qui faisait les meetings de Sarkozy en 2007 notamment. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça que ça tournait bien. Ça, je ne sais plus si c'était sa directrice de campagne ou conseillère qui est sa compagne, ça a l'air d'être une bonne bête de travail aussi. Stanislas Rigaud, lui, il a l'air très très apprécié par le collectif militant. Donc je pense que déjà dès le départ, il avait un collectif de gens qui tournait bien. Mais là où il a pêché, je pense, c'est qu'en fait, on dit souvent qu'on ne gagne pas une élection avec le programme, mais je pense qu'on peut expliquer la perte d'une élection à cause du programme. Et je crois que en fait, Zemmour, par rapport à Le Pen, qui notamment sur les questions de pouvoir d'achat, Zemmour était à poil total en termes de programme. Il avait rien à dire. Il voulait toujours tout ramener à l'immigration, à l'islam. Parce qu'il pensait que le récit suffirait. Et en fait, non, quand on se présente à une présidentielle où il faut traiter des tas de sujets différents et surtout venir donner des réponses à des préoccupations très terre à terre, très simples, comme le pouvoir d'achat qui était au top priorité, et pas l'Ukraine d'ailleurs, mais plutôt les questions économiques, à un moment, vouloir tirer la corde et toujours vouloir amener à tout à l'islam, il y a des limites, quoi. Quand les gens ne peuvent pas se chauffer ou parce que l'électricité explose ou quoi. C'est à cause de l'OPEP. Ouais, on peut dire que c'est à cause de l'Arabie Saoudite et de son projet. Ouais, là, il pêchait, quoi. Et je pense que, bon, après, c'est compliqué de faire des liens de causalité et de définir les facteurs de défaite, mais clairement, il y a eu ce croisement de courbes juste après le début de la guerre en Ukraine. Lui, il l'a expliqué par le fait qu'il avait perdu le vote utile et que c'est Le Pen qui avait aspiré le vote utile. Bon, c'est sa théorie, peut-être pourquoi pas. Mais je pense que c'est juste qu'il était en fin de course. En fait, l'épreuve était beaucoup trop difficile pour lui et il est bon à retourner sur CNews à faire des chroniques, quoi. Il n'a pas d'avenir politique, tu penses? Si, on meurt jamais en politique, hein, sauf quand on finit en tôle. Je sais pas. Et encore. Et encore. Ils ne sont pas encore en tôle. Si c'est à ceux-là auxquels tu penses. Non, si. Après, ça dépend de lui et de ce qu'il veut faire, mais. En tout cas, je pense qu'il a un style qui va faire des petits. Il a réussi à capter des gens que Le Pen avait perdus. Il a et aussi que Pécresse beaucoup avait de jeunes perdu. dans les initiatives. Après, on verra ce que ça donne. Ouais, il y a du monde qui est parti. Il a créé une dynamique. Il a quand même bien siphonné l'électorat catholique conservateur de Fillon. Donc clairement, il fait, dans les clusters, je ne sais pas comment il a évalué les clusters, mais sûrement il a dû capter, il a dû devenir la référence pour quelques clusters qui ont été examinés. Ça a été le cas, et ce qui est intéressant par rapport au cluster, c'est que, vu de l'extérieur, parce que pareil, je ne les connais pas, mais je pense que par rapport à ce qu'on a essayé de décrire sur un bon fonctionnement de campagne, les uns et les autres, devaient bien s'entendre, et deux, l'organisation devait être huilée, parce que avant l'Ukraine, il y a déjà un coup d'arrêt en décembre, où il retombe, il réussit quand même à remonter, parce que, mine de rien, à mon avis, ils étaient assez sereins, par rapport au fait qu'il n'y avait pas de problématique en interne, que ça ne fuitait pas, qu'il n'y avait pas de parasitage et que son discours quand même est assez performatif. Nous, si on avait écrit un anti-manuel de campagne pour Villani, c'est-à-dire une personnalité sans parti, parce qu'on s'est retrouvé un peu dans les mêmes conditions que Zemmour, ou plutôt lui s'est retrouvé dans les mêmes conditions que nous, on sait aussi qu'on est souvent dans une ligne de flottaison extrêmement périlleuse, qui est celle, soit à un moment donné où tu décolles, parce que tu viens incarner une attente électorale, donc tu es dans ces eaux-là autour de 12, 14, 15. Si tu passes la barrière des 15, tu deviens un candidat plus que crédible à l'accession au second tour, mais que tu as aussi cette barrière symbolique de passer en dessous de 10, qui généralement est une planche dont tu ne reviens que difficilement, voire jamais. Et au moment de l'Ukraine, ce qui est assez fascinant, notamment par rapport... Et je pense qu'au-delà même du programme, c'est aussi vraiment une question d'expérience politique. Il y a cette fameuse question sur l'immigration ukrainienne. Ouais. Il dit personne ne rentre, c'est ça. Et le matin, il dit personne ne rentre. L'après-midi, il dit finalement ils rentrent parce que c'est des Européens. Et en fait, tout son électorat est scindé, mais clairement, en deux. Notamment les catholiques qui ont des valeurs morales assez fortes et qui là... En deux, où t'en as qui disent oui, et donc ces gens-là se disent, Pécresse a encore à ce moment-là, la ligne un peu majo sur ce qu'est cette partie-là de la droite libérale, conservatrice, voire traditionnaliste, et une autre partie de son électorat qui est profondément raciste et qui dit tout ce qui est en dehors de France reste en dehors de France. Et lui hésite dans la même journée, sauf qu'à un moment donné, en fait, il doit arbitrer.
quelle que soit d'ailleurs la perte à la fin accumulée, il doit arbitrer parce que l'arbitrage permet, entre guillemets, d'éviter ces interprétations, mésinterprétations et autres. Après, sur le programme, je pense que si on essaie de se refaire le film, en octobre-novembre, la notion du grand remplacement, je sais que je suis totalement opposé, mais extrêmement intéressante dans les enquêtes d'opinion. C'est-à-dire qu'on sait que la ligne identitaire reste, entre guillemets, la ligne de clivage majoritaire dans le pays, au-delà de toutes les autres considérations à ce moment-là, et que la notion de grand remplacement inquiète 68-69% des Français, ce qui est énorme. C'est-à-dire que derrière, il y a un imaginaire derrière cette notion. Et d'ailleurs, qui n'est pas forcément racial, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'en effet, dans son récit, elle est forcément raciale, et notamment dirigée à l'encontre de l'islam et des musulmans. Et à partir de ce moment-là, lui non plus n'arrive pas à s'ouvrir un champ beaucoup plus large et à raconter une histoire au-delà d'être celle du passé, qui pourrait être celle de l'avenir. Et à ce moment-là, en fait, il se répète en boucle, dans ses meetings, il se répète en boucle sur les plateaux, et il n'arrive pas à séquencer sa campagne avec une espèce de rythmique. Ce qu'arrive à faire Macron en 2017 magistralement, ce qu'arrive à faire Hollande en 2012 aussi, et Sarko en 2007, c'est un chef-d'œuvre. Mais il n'y a pas cette rythmique-là. Et donc, en fait, à la fin des fins, en effet, à partir du moment où il y a cette crise en Ukraine, et lui est beaucoup plus esquinté que Marine Le Pen, qui est en fait installée dans le paysage. Et il, bon, toujours après ses affaires de proximité avec la Russie. Mais elle empathie moins parce que c'est quasiment institutionnalisé, en fait. On se dit, bon, ben, non mais Le Pen, on le sait, Zemmour, il y a une partie aussi de l'électorat entre l'immigration et sa proximité, parce que le candidat, entre guillemets, de l'indépendance de la France, etc., qui est proche de lui, ça l'esquinte beaucoup plus. Ça l'esquinte beaucoup, beaucoup plus. Et il ne s'en remet pas. Et bon, il se sauve les fesses d'un accident industriel majeur, parce que voilà, sur le remboursement des comptes de campagne. Est-ce que ces bouquins, ça a gagné de l'argent? Bon, Bolloré serait venu éponger tout ça, mais néanmoins, ça aurait piqué. Ouais. Je pense qu'un point qu'on a peu abordé, mais moi qui m'a vraiment marqué dans sa campagne, c'est les médias. C'est le rôle des médias dans la campagne d'Éric Zemmour. C'est pas normal. Voilà, c'est pas responsable. Je pense qu'il y a beaucoup de médias qui n'ont pas été responsables durant cette campagne électorale. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont sous-estimé leur rôle. Peut-être qu'il y a d'autres raisons qu'on a peut-être tous en tête, mais c'est vraiment dommage parce que les médias ont un rôle essentiel dans notre démocratie. C'est un des pouvoirs et des rôles les plus importants. Et moi, je trouve qu'ils ont complètement déconné en fait pour cette campagne et ils ont donné un boulevard à Éric Zemmour, littéralement. Ils lui ont donné un boulevard. Et pourquoi il a toujours fait islam, machin? Mais c'est parce qu'on l'a invité pour ça. C'est parce que ça fait du buzz. Et même si on parle de lui en mal, on parle de lui. Et tout le monde le connaît. Et donc au final, pourquoi... Moi j'ai envie de te dire, pourquoi tu vas changer une équipe qui gagne, quoi? Alors oui, du coup sur le long terme, ça s'essouffle. Ça, je suis d'accord. Mais il y a un moment donné, ouais, on sait que parler de voile, des femmes, l'islam, machin, on sait que ça fait du buzz. On sait... Et même nous, moi j'ai arrêté au bout d'un moment, mais on tombait peut-être dans le piège de citer sur Twitter en disant mais vous vous rendez compte, il est raciste, machin. Ouais, mais en fait quand tu fais ça, bah, tu fais monter la visibilité, tu fais du clic, tu fais de l'engagement. Du coup la chaîne se dit putain, clic, engagement, vision, machin, argent, on va le réinviter. Et lui il se dit bah trop bien, je suis invité, je parle de ces sujets-là, je suis toujours invité. Il connaît les codes des médias. Les médias, tu as des codes quand tu es sur un plateau. Si tu parles pas de certains sujets ou si tu n'as pas la bonne intonation, tu ne dis pas de la bonne façon, etc., tu n'es pas réinvité. Hein. Enfin, voilà, de façon assez transparente, tu n'es pas réinvité si tu ne fais pas un peu ta gueulante ou si tu ne parles pas de tel ou tel sujet. Et donc, c'est hyper difficile quand tu as envie d'avoir un débat public assez sain et de parler de d'autres sujets que le racisme en France, ou en tout cas d'arrêter de parler de l'islam, en tout cas, ou de pouvoir parler d'écologie ou des questions comme ça, ou de la jeunesse. Bah, les gens t'écoutent moins, ça fait moins de clics, et puis des fois tu vas le parler, tu vas le dire gentiment, calmement. Ah ouais non, t'as pas assez gueulé, ça va pas être la séquence qu'on va avoir sur les réseaux, sera pas repris, bah non. Alors que Zemmour, il a les codes, il savait très bien le débat avec Mélenchon. On a eu quand même droit à 2 personnes qui avaient les codes, qui savent comment faire, qui savent comment faire du clic, qui savent comment faire de l'audience, quoi. Oui, mais ça se storytell. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Zemmour, mine de rien, il a raconté, au-delà de l'histoire politique, son histoire de candidat. C'est-à-dire qu'il a réussi à créer des points d'attention à plusieurs moments. Va-t-il être candidat? Va-t-il remplir une salle de plus de 10 000 personnes? Va-t-il... Et
mine de rien, tu teases. Et l'art du teasing aujourd'hui, dans un storytelling, là pour le coup, tu arrives à bien rétroplaner les choses, il est essentiel. Et c'est pour ça aussi qu'il était invité. Moi, là où j'ai un reproche à faire, pas à Yannick Jadot en fait, mais à une partie de la gauche, c'est qu'au moment où Zemmour devient réellement candidat, on doit opposer un discours systémique diamétralement opposé. On ne le fait pas. Enfin, on ne le fait pas. Je ne suis pas... Je ne suis plus engagé en politique. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faut réussir. C'est du judo aussi, la politique. Et je pense que Macron, à ce moment-là, s'inquiète un peu de l'émergence de Zemmour quand il arrive à 15%, parce que ces 15% sont une réalité à un instant T. Personne à gauche, Mélenchon ne pouvait pas, pour tout un tas de raisons. Il le fait en allant chez Hanouna ou autre, mais en fait, c'est plus une confrontation de personnalité que d'idées. Mais sur le champ des idées, personne n'est là pour dire, en fait, que Zemmour, ça nous est très utile. Parce que c'est une France nostalgique, d'un passé fantasmé et autres, quand nous, on veut essayer de se projeter dans l'avenir autour de, justement, la préservation de notre planète. Ça t'aurait sorti, d'une forme d'écologie punitive, en disant, mais il y a un horizon positif face à ce retour en arrière machiste, raciste, nationaliste. Il y a une écologie universaliste dont on peut être les dignes représentants, qui permet l'émancipation de chacun, d'avoir un autre rapport au pouvoir d'achat, à la qualité de vie, etc., etc. C'est pas que Jadot ne le fait pas, il le fait, mais trop tard. Non, mais il le fait en décembre, en fait, je me rappellerai tout. Passons. Mais il le fait trop tard, il le fait avec 2 mois d'écart. Mais au moment où Zemmour déclare sa candidature, il doit réussir à teaser un truc, parce que ça se construit, c'est des petites phases de 3 semaines, de 3 jours, 1 semaine, et il doit, se faire le meilleur ennemi. Et tout de suite, il doit lui proposer un débat, tout de suite, pour imposer ce match-là et ce clivage-là. Ce match-là et ce clivage-là ne s'imposant pas, en fait, parce qu'il n'a pas eu l'aide, Zemmour, à ce moment-là de la gauche, à la fin des fins, lui fait son petit bonhomme de chemin, t'as pas de contre-discours réel, et les choses, après, se délitent pour d'autres raisons. Mais la gauche avait une opportunité, parce que c'est quand même, là où je te rejoins par rapport à la place des médias, c'est aujourd'hui, dans une part des médias, le discours dominant. Et la culture, entre guillemets, dominante d'une certaine droite. Il fallait profiter de l'incarnation Zemmour pour aller cliver et répondre. Les politiques qui ne savent plus le faire. C'est dur d'être de gauche et on a du mal avec le cynisme. Parce que tu l'as bien dit, si la gauche avait fait ça, peut-être que Zemmour... C'est du machiavélisme. Non, mais c'est différent. Ouais, mais vu la gravité du sujet avec Zemmour, c'est quand même... Et c'est pas du cynisme. Mais non, parce que pour le combattre, par ailleurs, il faut le cliver, ce sujet. Il faut le cliver, il ne faut pas avoir peur d'aller à la confrontation. Il faut assumer sa position à fond. Est-ce qu'il se sentait au niveau d'aller à la confrontation avec Zemmour ? Je pense qu'il y a une part de crainte là-dessus. Je pense que clairement... Et je pense que par ailleurs, sur tout un tas... sur un système... Là, c'est pas du tout vis-à-vis de Yannick Jadot ou d'autres. Mais je pense que beaucoup de personnalités politiques, à gauche notamment, ont perdu énormément de temps intellectuel dans des batailles internes, dans des micro-positionnements, et n'ont pas forcément de lecture du monde. Sauf qu'à un moment donné, pour aller face à Zemmour, il faut avoir une lecture du monde très bien établie. Et ce temps de travail, en plus il était tête de liste aux européennes, là, je pense à Jadot en tant que tel, tu ne peux aller face à lui que si tu as un système à lui opposer, un système de pensée. C'est pas évident. Enfin, il faut se dire aussi les choses, c'est pas évident. C'est pas une critique de Yannick Jadot ou autre, mais je pense qu'Yannick Jadot et Anne Hidalgo, pour le coup, n'avaient pas travaillé leur propre système de pensée. Mais Valérie Pécresse, pareil. Macron grignote tous les systèmes de pensée, est un prestigiateur sans nom. Mélenchon a un système de pensée. Et ce qui fait que le débat, et d'ailleurs, si tu regardes le débat Mélenchon-Zemmour, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, à la fin des fins, parce que Mélenchon s'en fout, en fait, vraiment. Mais la problématique de l'immigration et du racisme n'est pas la part prépondérante qui occupe le débat. C'est plutôt de France, sur tout un tas de sujets économiques et sociaux, culturels, traditionnels, qui s'opposent. Mais à la fin des fins, la question raciale et même écolo ne prend que très peu de place. C'est ce que je reproche aussi à Mélenchon, sur l'écologie et dans sa bataille culturelle. Mais c'est parce que aussi, lui, son schéma, il date de... Voilà. Mais là, il y a un vrai travail d'une partie de la gauche à opérer sur qu'est-ce que l'universalisme, comment on intègre un discours écolo dans cet universalisme, qui est notre histoire aussi, commune à tous, et qui fait résonner les imaginaires.
Rosès, il y a plein de débats autour de lui. Moi, j'ai beaucoup bossé avec Rosès. J'ai aujourd'hui plein de critiques à lui faire et je lui formule. Mais Qui est un ancien sondeur pour. c'est ça. Mais quand il pense la problématique des imaginaires, je pense que là-dessus, beaucoup trop de politiques minorent cet aspect sur les imaginaires. La place de la nation, la place de l'universalisme. On a une culture politique en France qui est très importante. Et en plus, notre contrat est politique. C'est un contrat, Et là, pour aller face à Zemmour, qui par ailleurs a gagné des qui lui avait parts un de contrat marché. plus ethnique, donc il fallait lui opposer un contrat politique. Exactement. Et qui nous mène à. Enfin, parlant de Zemmour, on est obligé de parler un peu quand même de Marine Le Pen. Parce que je ne sais pas si j'étais le seul à le penser, mais quand on voyait les personnes quitter Marine Le Pen pour rejoindre Éric Zemmour, on se demandait comment elle allait gérer ça. C'est vraiment de l'opportunisme amateuriste. Hein. Ouais, au final ils doivent le regretter. Ah mais, bah là, oui, sévère, je pense. Ouais. mais comment vous analysez la campagne de Marine Le Pen On a l'impression qu'elle a tenu son cap et qu'elle n'était pas C'est si vrai inquiète que ça. Oui, elle a un peu laissé l'eau passer. Que Zemmour était un paratonnerre pour elle. Moi, en fait, la crainte que j'ai toujours eue en Zemmour, et c'est là où je voyais un peu de cynisme à donner de la tribune à Zemmour, même s'il en avait déjà beaucoup, mais c'est que Zemmour faisait ce que Marine Le Pen ne savait pas faire, ou n'arrivait plus à faire depuis quelque temps. Et je pense que c'est pour ça que Macron commençait à flipper du truc, c'est parce que du coup, au second tour, Zemmour aurait apporté une réserve de voix à Le Pen qui aurait été considérable et qui aurait pu permettre de passer le 50%. Totalement. Et heureusement, ça n'en est pas arrivé là. Mais en vrai, le grand remplacement, l'analyse de Zemmour, c'est le même schéma de pensée que Le Pen. Il n'y a pas beaucoup de différence, et même ils sont à peu près de la même classe sociale. Après, donc, je veux dire, la position des deux systèmes de pensée, et c'est là où moi j'ai une espèce de frustration monstrueuse, voire même un petit agacement, voir qu'effectivement la gauche n'a même pas préparé, depuis 2002, l'opposition au schéma de pensée de Le Pen. Alors que l'écologie le permet en plus. Ouais, alors qu'il y a Plus plein, que tout autre. il y a plein d'opportunités pour le faire. Et Zemmour, lui, n'a fait que. En fait, il a le même schéma, mais avec des mots différents, avec une sémantique un peu différente, puis une aisance et une capacité oratoire qui est quand même bien meilleure que Le Pen. D'où sa capacité à attirer d'autres gens. Et la stratégie de Le Pen, je pense que de toute façon, c'est un bulldozer. Hein, elle a appris de son père. C'est 50 ans de savoir-faire, comme une petite boutique d'artisanat. Voilà, elle continue d'arriver à parler à des gens. Moi, plus globalement, les offres populistes, et je mets Mélenchon dans du populisme, même si évidemment ce n'est pas du tout le même schéma, ça n'est qu'une position refuge de l'électorat. Si le vote populiste est aussi prospère, les offres politiques sont aussi prospères, c'est avant tout parce que les alternatives ne suffisent pas, qu'elles ne parviennent pas à concurrencer soit la pensée dominante qui est habitée par les néolibéraux, soit les populistes qui viennent en gros ramasser les miettes. Donc en fait, pour moi, le succès de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, malgré tous les mérites qu'on peut leur donner, en particulier à Mélenchon qui a fait une campagne quasi sans faute, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de concurrents, en fait, tout simplement, sur les schémas de pensée, sur tout ce qui permet d'avoir une offre politique gagnante derrière. Et la capacité aussi qu'elle a eue, pareil, là, avec l'expérience, à garder son sang-froid dans des moments qui étaient assez complexes et compliqués, où elle était très exposée, quand il commençait à y avoir des trahisons et autres. Et elle fait une campagne à l'ancienne. Et il ne faut pas le négliger, je pense, cette campagne de proximité, des marchés bien entendu, dans des villes qui lui sont favorables, mais avec un maillage territorial où je pense qu'il y a eu un vrai travail d'analyse des territoires à garder, des territoires à conquérir, où il devait y avoir certainement de la progression qu'ils ont observée entre 2017 et 2020 à travers les différentes élections. Et donc elle a fait une vraie campagne de proximité, sans une seule polémique. Hein. Si on remarque, Macron a fait sa polémique sur Jean Merde. Aucune polémique avant le deuxième tour. Oui, aucune. Rien. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a Zemmour ou pas? Comment? Est-ce que c'est parce qu'il y a Zemmour? Non, je pense qu'elle s'était vraiment établie. Okay. C'était vraiment établi. Et pour le coup, elle a fait du judo avec Zemmour en disant il va enflammer une partie du pays et de l'électorat. Il faut que je reste sagement dans mon couloir, encore à continuer la dédiabolisation, il va m'y aider. Pas avoir un mot plus haut que l'autre. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que dès qu'elle passe le premier tour, une de ses seules fautes de campagne en campagne, c'est une fois qu'elle est qualifiée et qu'elle fait sa conférence de presse en disant quotidien,
on voit Ouais. son vrai visage. Exactement, c'est Ouais. exactement ça. Et en fait, ça y est, elle est déjà soulagée parce que elle, son but, c'est d'arriver pour faire prospérer la petite elle se boutique relâche. et la rente. Ouais. Elle se relâche à ce moment-là Ouais. et bim, Bim, elle s'en prend une. naturel Euh, au galop. Bien entendu. Mais ils l'ont tous. Ça, ils le font tous. Après, juste pour en revenir à Zemmour, moi, il y a un moment de campagne qui m'a marqué, c'était la polémique sur les prénoms. Tout le monde en parlait. Et parce que c'est pas là du cynisme du tout, c'est pas du populisme, c'est vraiment pour moi la manière dont on doit faire aussi de la politique au sens quasiment noble du terme. Mmh. C'est triste parce que ça vient de lui, et donc la manière dont il s'en sert est dégueulasse. Mais au moment où il y a cette polémique avec cette sortie de Zemmour sur les prénoms, on ne se rend pas compte à quel point l'ensemble de la population peut en parler. C'est-à-dire que ça touche Il a réussi à imposer des thèmes. 90% de l'électorat. Et à gauche, on va être incapable de dire, écoutez, c'est simple, moi dans 5 ans, il n'y aura plus de bouteilles plastiques sur la table des Françaises et des Français. Chose que j'avais essayé de faire entendre à certains. Mais de créer la polémique pour que ça soit performatif sur ces thèmes culturels. Ça, la plupart des candidats de gauche, à part Mélenchon, sont en incapacité de le faire à ce moment-là. Mais même, d'une certaine manière, Rousseau y est un peu arrivé. Roussel, pardon. Sur ces polémiques, sur... non mais... La Sur bouffe et le sur pinard, la bonne quoi. viande. Voilà. Non, mais il y est un peu arrivé, tu vois. Ouais, J'appelle même pas ça du populisme. C'est qu'à un moment donné, on prend des symboles et on les met au milieu du champ politique et ça doit correspondre à un système de valeurs. Ça, je pense qu'aujourd'hui, dans une offre politique totalement éclatée, démultipliée, c'est quand même à un moment donné un point d'accroche pour les Français et les Françaises dans les temps de campagne pour se faire entendre et se faire identifier sur du champ idéologique. C'est pas évident, ça peut être de la nitroglycérine, mais c'est utile. J'ai un dernier petit thème à aborder avant qu'on conclue. Tu parlais de maillage territorial. Si demain on postule sur une zone géographique précise, à quel indicateur on doit faire attention quand on analyse le territoire sur lequel on se lance? Quelles sont les choses à avoir en tête? Quels sont les points sur lesquels on peut adapter sa stratégie de campagne? Pour quel type de campagne? Législative ou municipale, par exemple? Peut-être plus législative, là, vu qu'on va y arriver. Comment on analyse un territoire? Parce que c'est pas si... je suis pas sûr qu'il y ait des cours d'analyse de territoire. Comment... Il y a un savoir-faire qui Ouais. existe, des cours, je sais pas, mais il y a un savoir-faire d'analyse géographique. Ça dépend pourquoi. C'est-à-dire, soit c'est pour les histoires de tractage, boitage, machin, où là on fait rue par rue, on essaie de savoir où est le prospect électoral. Bon, ça c'est assez basique, quoique la traitement de data est quand même un vrai savoir-faire, il faut un peu de moyens. Après, bon, je sais pas, chacun a son truc. Moi, j'ai pas d'expérience de législative, mais j'ai quand même le sentiment que, étant une élection assez peu médiatique, assez peu médiatisée, sauf là, peut-être au niveau national, grâce au coup de Méluche, les candidats localement sont quand même assez difficilement identifiables par l'électorat, donc c'est difficile de travailler sa personne publique, sa personnalité publique. On n'a pas le temps de ratisser le terrain, etc. Donc moi, je crois beaucoup en la réputation par les têtes de réseau, d'avoir il faut aller taper tous les dirigeants d'assaut, d'entreprise, machin, et puis de faire une bonne réputation, faire du charme, montrer qu'on a les épaules, qu'on a des valeurs, qu'on est solide. Voilà. Et heureusement, comme c'est un truc uninominal à 2 tours, il n'y a pas trop de popol, ça c'est quand même un bon point. À moins d'arriver à débrancher des concurrents, mais il n'y a pas l'histoire de fusion de liste, machin, qui généralement pollue les campagnes. Ça on le voit pas, c'est la face cachée du truc, mais souvent ça pollue. Et en fait, c'est ratisser le terrain, mais pas faire 15 fois le même marché, quoi. Vraiment faire des rendez-vous avec un maximum d'organisations, même des organes un peu éloignés ou pas forcément politisés. Considérer les gens, vraiment s'intéresser à ce qu'ils font plutôt qu'aller déballer sa science, là, de je sais tout. L'écoute. Ouais, l'écoute, c'est... Ça paraît bête de toute à façon, dire, mais... Fabriquer une réputation, tout le monde sait le faire, hein, on le fait depuis qu'on est gamin, pour se faire des copains. C'est assez bête en fait. Les gens, l'élection, c'est avant tout un vote de confiance. On transmet un mandat à quelqu'un pour qu'il décide à ma place. Bon, ce qu'il pense, c'est important parce qu'on ne veut pas non plus qu'il fasse l'opposé de ce qu'on souhaite, mais ce qui prime d'abord, c'est la confiance. Et en plus, là, l'enjeu sur ces législatives, en particulier pour la gauche, c'est d'aller faire voter les gens plutôt que de faire en sorte qu'ils votent pour soi. C'est d'abord qu'ils laissent se bouger le dimanche. C'est d'arriver à susciter une envie de se dire ah, j'ai croisé machin, ou alors j'ai entendu parler de machin.
Là, je pense que ça vaut le coup, c'est un gars bien, hop, une fille bien. Enfin, basique comme analyse, mais je pense que ça Et se toi, vaut beaucoup. Ténaïs, quand tu étais tête de liste, tu as pensé à quoi en premier? Comment tu as analysé ta circo? En fait, je pense qu'il y a 2 questions différentes et c'est pour ça que je t'ai demandé quel mandat. Parce qu'en fait, par rapport aux législatives, je trouve qu'on a un paradoxe. C'est qu'en fait, les candidats, les députés, ce sont les représentants de la nation ouais. et du peuple, sauf qu'ils sont élus localement. Et donc, on va se Et tu as cette double Ouais, on va face se où référer, tu ouais. dois en fait faire campagne localement alors que tu dois représenter le peuple. Alors que les gens qui représentent le territoire, c'est les sénateurs et les sénatrices. Et pour moi, on a un problème vis-à-vis de ça. Ça colle pas, ça ne va pas. C'est soit tu représentes ton territoire, ok, mais là tu fais c'est ok là-dessus. Soit tu représentes le peuple. Et dans ces cas-là, réfléchir en fait à notre système. Est-ce qu'on fait des listes comme aux européennes? Dans ces cas-là, si tu pousses l'idée jusqu'au bout, est-ce qu'on fait des quotas ou je sais pas quoi? Mais en fait, il faut penser au fait que si tu représentes le peuple, tu peux pas le faire de façon locale. Ça marche pas. Enfin, ça marche pas parce qu'en plus, notre système politique, il privilégie toujours les mêmes personnes. Donc au final, c'est pour ça que notre assemblée, elle n'est pas hyper diversifiée. Enfin, notre assemblée ne représente pas la population française. Parce qu'en politique, ce sont toujours les mêmes personnes et les mêmes profils qui vont être privilégiés. Mais pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas la possibilité, vu que ce sont que des choses individuelles. Bon, c'est vrai qu'avec l'union, etc., on essaye de faire un petit peu attention, parce qu'on s'est regroupé au sein du même parti. Il y a la parité, où du coup, il y a aussi le côté financement. Et si tu n'as pas des élus paritaires, en fait, tu as une amende, etc. Donc tu as des choses qui essaient d'être mises en place, mais c'est clairement pas suffisant. Et en fait, notre système a un paradoxe et ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça fait partie des gros chantiers pour lesquels au moins ça mérite une réflexion, de se dire que notre système électif ne correspond pas en fait au message qui est envoyé. Il y a trop de doublons et ça va pas. Est-ce que dans ces cas-là, tu fais un peu comme régional, où tu dis, du coup, il y a des personnes qui viennent de tel territoire, parce que tu veux penser aussi aux différents territoires? Enfin, je sais pas, je balance un peu d'idées comme ça, mais le système au niveau législatif, ça va pas. Enfin, ça correspond pas. Enfin, parce qu'à la fois, il faut que tu aies en plus une image nationale, sauf que c'est les gens de ta circo qui vont voter pour toi. C'est bizarre, ça colle pas. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai demandé pour le mandat, parce que ça fonctionne pas du tout pareil pour un mandat local, comme les municipales, où là, en fait, tu reprends clairement les codes dont tu parlais, c'est-à-dire d'aller voir les commerçants, les associations, d'aller voir d'aller voir les gens, tout simplement. Parce que, comme tu le dis, moi, on me disait dans ma saison, pourquoi tu fais campagne, ton arrondissement, tu vas le perdre. Je suis allée sur le terrain, toutes les semaines, je suis allée sur le terrain. Je suis allée voir les commerçants, j'ai essayé de rencontrer des associations, pour les conseils de quartier, etc. Et c'est bête, mais je suis passée au second tour à 5 voix près. Je suis sûre et persuadée que ces 5 voix, c'est quand je suis allée les chercher sur le terrain en allant tracter. C'est sûr. J'en suis persuadée que ces 5 voix-là, elles sont liées à ça. Et qu'après, le fait que j'ai eu plus de temps pour faire campagne, parce qu'il y a eu un petit temps entre le premier et le second tour, où là... Non mais, moi j'ai fait une campagne en 1 mois et demi, je suis arrivée au dernier moment. Tu sais pourquoi du coup vu que vos candidats sont partis, les candidats d'Anne Hidalgo sont partis avec le PRG, enfin avec le Villani du coup. Mais moi j'ai eu 1 mois et demi pour ma campagne, donc comment te dire que ça s'appelle... En vrai, sans ça, j'aurais jamais été élue, donc merci. Avec plaisir. Donc, Très bon, ça. tout ça pour dire que j'ai fait une campagne super rapide. Donc j'ai fait de mon mieux sur le terrain. Mais le Covid a fait que j'ai eu plus de temps. J'ai oublié ça. Non mais le Covid a fait que j'ai eu plus de temps. Donc là, en fait, le temps que j'ai eu, là, j'ai pu faire une vraie campagne que les autres candidats avaient pu faire que j'avais pas pu. Parce que voilà, j'ai eu 7 dernières minutes. Et là, j'ai doublé mon score. Donc là, le terrain, ça a clairement fait... Mais là, c'est les chiffres qui parlent. Ça a clairement fait la différence, en fait. Donc c'est pour ça, ne rien lâcher. Et c'est pas parce que le territoire est pas forcément favorable. C'est sûr que si tu l'abandonnes, tu l'auras jamais ton territoire. Hein. C'est le principe. Si tu es là sur le terrain, si tu rencontres les gens, surtout quand tu es dans un contexte local, les municipales, droite-gauche, c'est important. Mais ce qui est important, c'est est-ce que ma rue, elle est propre? Est-ce que je vais pouvoir prendre le vélo sans me faire percuter par une voiture à Paris? Est-ce que ma petite, je vais pouvoir la mettre à la crèche? Est-ce que la crèche, je vais avoir une place? Est-ce que moi, je vais pouvoir regarder mon logement à Paris, avoir un logement social? C'est ces questions-là, ça, c'est la vie des gens. Et je suis élue d'opposition. Et pourtant, je siège du coup sur toutes ces commissions-là avec du coup des gens qui ne sont pas mon étiquette politique. Et ça se passe très bien lors de ces commissions. Parce que là, on ne va pas débattre de Hidalgo Dati, on débat d'une place en crèche. Donc ça, c'est pas facile de politiser une place en crèche. Hein. On pourrait essayer, mais c'est pas facile. Hein. Bon courage en tout cas. Donc voilà, c'est ces questions-là où quand tu es dans un club local ou même les étiquettes, on sait très bien que LREM dans une ville, c'est pas forcément LREM dans une autre ville, etc. Et c'est pas aussi qu'il y a des alliances qui se font
pour les municipales, mais qui se ne ferait jamais au national, jamais. Et même au régional et tout, ça paraît un petit peu aberrant. Mais ça se fait au niveau local, parce que c'est pas du tout les mêmes questions politiques, tu es sur du concret, mais vraiment le plus proche des gens, le plus concret. Donc voilà, tu as toutes ces questions politiques qui sont peut-être plus en arrière-plan, je trouve, par rapport à d'autres élections. Et tu as la question du terrain que tu disais, où voilà, ça fait la différence, vraiment. Ne pas abandonner les gens, vraiment. Non mais c'est con, hein, mais les gens n'y vont plus. Enfin, les gens font plus de terrain à gauche. Hein. Enfin, je trouve, mais bon, c'est moi. Qu'est-ce que tu en penses, Baptiste ? Sur les élections locales, je pense qu'il y a quelques règles communes. La première, c'est de cibler les bureaux de vote qui te sont favorables en fonction de ton étiquette. Ça, c'est quand même une règle qui fonctionne généralement assez bien parce qu'on sait que c'est une question de tache d'huile. C'est-à-dire mobiliser ton électorat, c'est être sûr, parce que quand tu n'es pas en campagne, les gens discutent, la vie continue entre eux. Et généralement, ça fait des petits. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, pour rejoindre Athénaïs, c'est la mobilisation. À un moment donné, c'est la mobilisation qui commence par la mobilisation militante, puis ensuite citoyenne. Mais celle-ci, elle passe nécessairement, d'ailleurs que ce soit une élection municipale ou législative, parce que des Antoine, sur ta capacité à mailler largement ton territoire à travers les présidents d'assaut, à travers tous les relais en fait, d'opinion et d'influence, qui par ailleurs vont venir aussi quand même nourrir un peu ta pensée, hein. Concrètement, parce que c'est eux généralement qui, parce que ton staff, même s'il est bon, il ne connaît pas tout non plus, qui vont venir t'apporter à l'esprit quelques problématiques, quelques solutions, et qui te permettent de garder les pieds entre guillemets dans le réel et pas partir en live sur je ne sais pas moi, la place de la France dans le monde, tu vois. Donc je pense que c'est ces trois règles-là. Donc tu as un principe d'identification des relais, tu as un principe d'identification encore une fois de ton électorat, et ensuite tu as ta capacité à mobiliser, quoi. Je pense que c'est un peu, une fois que ces trois conditions sont réunies, en tout cas tu pars pour une belle campagne. Voilà. Je vous propose de conclure avec un mot de la fin chacun, un conseil pour conclure. Je ne sais pas qui veut démarrer. Pour le prochain candidat à la présidentielle ou pour Peut-être un candidat ou une candidate à l'échelle plus locale ou un vœu que vous formulez en termes de stratégie de campagne. Antoine, je sais que tu as un certain nombre de vœux pour... Non, bah oui, alors conseil pour législative pour conclure cette fin de discussion. N'oubliez jamais que quand on parle à quelqu'un dans la rue ou à une tête de réseau, on ne lui parle qu'une fois. Ne pas rater le rendez-vous. Et quand on est de bonne humeur, parce que notamment on a plaisir à faire campagne, bah, généralement c'est contagieux. Et comme tu disais très bien, la connaissance du territoire par les discussions, par les échanges avec les bons acteurs, il faut bien choisir ses acteurs et pas rester dans un cercle d'entre-soi, ça permet de pouvoir parler avec ses tripes plutôt que simplement déblatérer des éléments de langage. Et on est 1000 fois plus convaincant quand on parle avec ses tripes et dans la bonne humeur que quand on fait semblant, qu'on fait de la langue de bois, ou qu'on fait juste 3 selfies avec Cazeneuve comme avant-hier. Voilà, petit conseil. Il faut être humain et en fait la politique c'est ça, quoi. La politique c'est de mettre au service des gens et après voilà, les gens votent pour toi. Et voilà. Athénaïs, un mot de la fin, un conseil ? Je pense que c'est de péter un peu les plafonds de verre que les gens ont mis en place. C'est hyper cliché. Je sais que moi c'était un peu aussi un concours de circonstances, mais et en fait tout le monde me dit comment t'as fait, qu'est-ce qui a été. Bah j'y suis allée au culot. Enfin moi l'histoire je l'invente pas. J'ai envoyé un mail au culot en disant vous avez pas de tête bis, moi je suis chaude. Littéralement c'est ce qui s'est passé. Et les gens me croient pas quand je le dis, mais arrête. Enfin je sais qu'on a envie de nous faire croire qu'on n'a pas notre place dans ce milieu. C'est pas vrai. Vous avez le droit de voter, vous avez le droit d'être élu. Juste allez-y. Ils ont envie de rester entre eux, ils ont envie de rester dans leur monde, plein de privilèges, de voter pour leurs propres privilèges, pas qu'on aille prendre leur siège. Mais c'est fini. Enfin, on parle du monde. On parle du monde d'après et tout. Mais en fait, on va pas leur laisser le choix. On va construire ce monde d'après, mais qu'ils soient d'accord ou non. On va arrêter de les attendre, etc. Parce que si on attend, on n'aura jamais notre tour. Moi, j'en peux plus qu'on me dise c'est bon, ton tour viendra. Non, non. Moi, mon tour, il vient maintenant. Je suis pas la génération d'après, je suis la génération de maintenant. J'ai le droit de voter. Je suis élue. J'espère que d'autres personnes de mon âge vont pouvoir continuer d'être élues, ou pas forcément mon âge. On entend parler de la campagne du boulanger, député, etc. Mais c'est ce genre de personnes dont on a besoin. Parce que comme je disais, l'Assemblée nationale, elle ne représente pas la population française. On a besoin que tout le monde puisse se mobiliser. Donc vraiment, ne vous mettez pas de barrières. Vraiment, allez-y, lancez-vous.
on peut vous aider, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous savez pas quoi faire, genre envoyez-moi un message, je peux essayer de vous donner des petits tips et tout pour vous organiser, mais vraiment, ou je sais que tu fais des formations, allez voir les formations d'Antoine, je sais pas, mais vraiment juste lancez-vous, vous n'êtes pas tout seul, je pense que le message peut vraiment porter, mais faut qu'on pète les plafonds de verre, c'est plus possible de les laisser en place, donc lancez-vous, voilà. La politique appartient encore à toutes et à tous, et je pense qu'à un moment où on voit à nouveau des conflits à proximité, et des conflits violents, sanglants, et comme savent le faire particulièrement bien les Européens, extrêmement dangereux pour les équilibres mondiaux, mine de rien, ça reste le politique, à la fin des fins, qui arbitre la position de son État. Donc, ça nous ramène aussi à ce qu'est ce transfert de souveraineté et le mandat qu'on confie. Donc, il faut rester, même si la politique s'est peut-être mieux portée, mobilisée autour de l'engagement. Le deuxième élément, c'est sortez de vos écrans. Même si là, voilà, on communique, mais sortez de vos écrans, je parle surtout pour les responsables politiques. Ne pas rester sur Twitter. Et d'aller vous confronter non pas au réel, parce que le réel on peut le voir aussi à travers des images, mais à la confrontation, à la dispute physique. Je pense qu'on a besoin de savoir à nouveau se disputer physiquement. Parce que, quand c'est en physique, ça atténue la radicalité de fait. Parce que si on s'envoyait les mêmes invectives que sur Twitter, on s'en mettrait certainement plein la gueule en physique. Et généralement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On s'arrête avant. On s'arrête avant. Donc il y a une petite barrière, parfois ne serait-ce que pour des questions physiologiques. Et deuxièmement, ça permet aussi de confronter nos idées et à la fin des fins, potentiellement d'avancer collectivement sur une place en crèche. Voilà. Et ça reste quand même ce qui nous anime au quotidien. Bon, bref, le message c'est engagez-vous. Merci de nous avoir suivis pour cette deuxième émission et puis on se retrouve courant juin pour une nouvelle émission. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.